Salut les gens, vous écoutez l'épisode 28 de Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et le scénario. Salut Adrien. Salut Mathieu. Je sais pas si on m'entend. Salut Mathieu, ça va ? Bah non, ça va pas parce qu'on se partage un micro. Et pourquoi ? Parce que j'ai bêtement oublié mon petit accessoire qui permettait de brancher un 6e micro. Et ben voilà, on est transparent, on dit qu'on a merdé. Enfin, je dis que t'as merdé. Comme ça tout le monde le sait. Alors au programme ce mois-ci, l'écriture de fiction audio notamment, ou de l'audio en général aussi. Mais avant d'aborder ce sujet particulier, il est de tradition désormais de remercier chaleureusement nos nouveaux tipeurs ou ceux qui ont mis à jour leur soutien et qui sont Vincent Vrob, Robin Barato et Méloche, notre 100e personne sur Slack. 100 personnes, c'est fou. Si comme ces gens incroyables vous estimez que notre podcast et notre travail méritent un petit soutien financier, ou si vous voulez rejoindre notre Slack, suivez le lien Tipeee dans la description de l'épisode. Alors on peut le dire, l'audio explose, et vous qui nous écoutez en êtes la preuve. On a d'un côté les podcasts, de plus en plus nombreux, de plus en plus écoutés, de l'autre ce qu'on appelle les sagas MP3, amateurs ou professionnels, et pourtant ça fait longtemps que Radio France ou Arte Radio proposent des fictions audio, mais comment s'écrit une fiction audio ? Est-ce plus difficile parce qu'il n'y a pas d'image ? On en parle tout de suite avec nos invités. On reçoit Anne-Claire Jolin, scénariste et réalisatrice. Salut Anne-Claire. Salut. Ça va ? Ouais, Tu très bien. viens de Nantes apparemment, pour venir parler avec nous. Oui, enfin j'y étais les 3 derniers jours et voilà, j'ai pris le train. Je suis rentrée à Paris très tôt ce matin. Oui. Si c'est pas classe. On reçoit également Vincent Hazard, auteur-réalisateur. Salut Vincent. Salut. Salut. Alors toi, tu nous as soudoyé pour venir dans le podcast, parce que tu nous as typé aussi, donc tu étais déjà tipeur avant de venir. Exactement, ouais. Bah, sois le bienvenu. No. Merci. Et François Perrache, auteur et comédien. Salut François. Salut. Comment ça va ? Bah très bien. Eh ben super, sois le bienvenu aussi. Et puis on fait un petit coucou à Hélène Merlin, qui est qui nous a typé aussi et qui a eu le droit de venir nous voir et d'assister à l'enregistrement. Et salut Hélène. Salut. Est-ce que, chers amis, vous pouvez vous présenter un petit peu en quelques mots et nous dire sur quoi vous travaillez en ce moment ? Et surtout, si vous avez l'occasion, de nous dire comment vous êtes un petit peu arrivé dans l'audio. Voilà, parler un petit peu de ça. Les regards se tournent vers personne. Et c'est Anne-Claire qui va commencer. Honneur aux dames. Super, merci. Honneur aux dames, parfait. La première question, c'est sur quoi je travaille en ce moment, c'est ça ? J'ai pris dans l'ordre En les gros, questions. voilà. Sur ton réveil. Exactement. Non, ben là, justement, j'étais en dehors de Paris. Je coécris un long métrage d'une réalisatrice qui s'appelle Nathalie Saujon. Et je travaille autrement sur différents projets en écriture, que ce soit un court métrage pour moi ou 2 projets radio, justement, on va en parler. Je viens de finir un épisode d'Affaires sensibles pour France Inter. Et voilà, je travaille aussi sur des projets de série. Donc sur différents types de projets en écriture. Ouais. Et comment t'es arrivé dans l'audio ? Dans l'audio, en fait, j'avais fait il y a 2 ans, 3 ans. Ouais, en fait, je suis sortie il y a 2 ans d'un cursus qui s'appelle l'atelier scénario de la Fémis. Et à la fin de l'atelier, on a reçu un mail de la coordinatrice, de Karine, qui nous proposait de rencontrer différents interlocuteurs chez France Inter ou France Culture qui venaient chercher des scénaristes. Donc ils avaient contacté et les gens qui avaient fait le cursus scénario à la Fémis et les gens de l'atelier scénario. Et on était quelques-uns à y aller, on était je pense une vingtaine, un peu des différents cursus et promos. Et j'y suis allée avec une amie de l'atelier scénario qui s'appelle Christelle Alvesmera. Et on a bien accroché avec la présentation. En sortant, on s'est dit, tiens, nous, on a toujours eu envie d'écrire ensemble, on s'entend bien. Est-ce qu'on se verrait pas pour brainstormer sur 2-3 sujets de radio ? Et on avait notamment repéré une émission qui nous intéressait plus, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été fermée à partir de septembre dernier, qui s'appelle La vie moderne, qui proposait en fait, c'était des séries de 10 fois 5 minutes ou 5 fois 5 minutes ou 5 fois 6 minutes. Et voilà, on a commencé à se dire ensemble, on va présenter des sujets, on va d'abord contacter comme ça la conseillère littéraire qui est venue et lui proposer nos sujets. Tout est à démarrer là, voilà, vous savez tout. Super, merci. Les mêmes questions à François, tiens, on va faire... Honneur aux dames. La question c'était qu'est-ce que je fais en ce moment ? Alors déjà moi c'est... Qui es-tu aussi, ça peut nous aider. Je suis François Perrache. Je sais pas, j'ai 41 ans. Je suis d'abord comédien. Donc je dirais que l'écriture c'est un gros tiers de mon temps et de mes revenus, concrètement. Bon an, mal an. Et en ce moment, il se trouve que la radio prend beaucoup de place, parce qu'un peu par hasard de calendrier, mais il y a beaucoup de projets radio qui se télescopent. Et donc, je ne sais pas si on fait le CV, mais en ce moment, vraiment les 3 derniers mois, ça a été concrètement un feuilleton pour Affaires sensibles. Donc là, l'émission dont tu parlais, Anne-Claire. Donc c'est une émission de France Inter qui passe l'après-midi. Je situe pour les gens qui n'écoutent pas forcément Inter aussi. Et donc, une fois par semaine, le vendredi, il consacre la moitié de cette émission qui dure 1 heure. La moitié de l'émission d'1 heure, elle est consacrée à une fiction qui est écrite par des auteurs. Et là, pour la première fois, Christophe Barrère, le producteur, c'est animé par Fabrice Drouel, mais le producteur, rédac chef. Christophe a voulu monter un feuilleton pour la première fois. Donc 4 fictions d'affilée.
et qui m'ont commandé, voilà, avec le réalisateur Cédric Ossire en binôme avec qui je bosse. Et c'était en gros, donc c'est sorti au mois de mars, si je dis pas de conneries. Et c'est donc 4 épisodes qui étaient retranscrire la défaite de François Fillon. C'était la commande. Donc on a monté une fiction en 4 épisodes, de 4 fois 30 minutes, 4 fois 26. Fiction donc, mais que des trucs très documentés, parce que c'est plutôt ma ligne à moi. La politique, c'est ton dada. C'est mon dada avec le tiercé, et comme disait Omar. Et voilà, donc c'est 4 épisodes, ça s'appelle La Veste, et donc on a fait ça pour Inter, et juste derrière j'ai enchaîné... Est-ce qu'il rend l'argent du coup dans ta version? Non, il rend pas l'argent, il rend pas le pantalon non plus, ni la veste. Mais tout est vrai dans cette fiction. On peut en parler tout à l'heure, mais sur le lien entre fiction et docu. Ouais. Bref, et pour finir vite, pas monopoliser, mais derrière j'ai enchaîné sur un truc bizarre qui était une fiction que j'ai faite pour Arte Radio il y a 2 ans, qui s'appelle Deux guerres en fils, qui est un truc très intime, rien à voir, écriture à la première personne sur la guerre d'Algérie. Et il se trouve qu'on a fait le tour des festivals avec ça. Et dans un des festivals, les Allemands ont beaucoup aimé, et la VDR, donc la radio publique allemande, a acheté une adaptation de ce truc-là. Ah, super. Donc je suis parti à Cologne pour enregistrer en allemand, moi au micro en allemand. Wow. Donc 7 heures par jour tout seul face à un Lehmann. Guten Tag, ich bin François Voilà, Barrage. c'est ça. Mais je le lisais un peu, donc voilà, on a fait des essais, ils se sont dit faut qu'il le fasse lui. Bon, très bien. Ah ouais. Et derrière encore, là j'ai enchaîné, et après j'arrête, mais c'est l'actu. On est en train, là, je viens de finir l'écriture, on est en train d'enregistrer aujourd'hui, enfin depuis 2 jours, un gros feuilleton pour France Culture, cette fois-ci radio, qui est la saison 4 d'un machin que Vincent connaît bien, je pense aussi, qui s'appelle 57 rue de Varennes, qui est aussi un feuilleton politique. Donc là c'est aussi de la très grosse machine, la très grosse prod, il y a 60 comédiens sur 10 jours d'enregistrement, etc. C'est de la grosse machine. Et là on est en plein enregistrement, et après ce sera l'été, on va se reposer, et je vais aller jouer un Fédo à Avignon. Ah waouh, en plus. Tu t'arrêtes jamais. Si, au mois d'août. Si, on joue Non, en c'est Fédo. par hasard, c'est de l'actu par hasard, toutes ces c'est scopes, Du quoi. 2 au 3 août en fait. Comment t'es arrivé dans l'audio alors du coup? Mais tu veux pas que Vincent raconte ce qu'il fait dans Non la mais vie? vas-y, Mais il va le faire Ça. juste après. Comment je suis arrivé dans l'audio? Donc je suis comédien. J'avais eu plusieurs vies avant, etc. Et entre autres vies de comédien, un jour j'ai fait un stage radio, qui est à ma connaissance le seul stage de comédien radio, si je dis pas de conneries, pour les fictions. Donc là c'est un vrai tuyau, attention, prenez votre carnet de notes. C'est un truc qui s'appelle, notamment je pense aux comédiens intermittents, un truc qui s'appelle les chantiers nomades. Ils sont installés à Pont-de-Claix. Vers Grenoble, et c'est une assoce qui gère des stages pour comédiens de tout type, radio, cinéma, théâtre, beaucoup énorme. Et à ma connaissance, c'est le seul organisme qui fait une formation en partenariat avec Radio France pour les comédiens de fiction. Et donc j'ai fait ce stage-là, qui était évidemment très demandé, mais j'ai eu du bol. Et ça dure 1 mois. On jouait une vraie fiction qui à la fin est produite et montée et diffusée. L'auteur c'était Stéphane Michaka, qui est un auteur de radio que j'aime beaucoup, qui travaille beaucoup avec Radio France, et le réalisateur de ce stage c'était Cédric Ossire, que j'ai rencontré à cette occasion. Donc je fais ce stage, ça se passe plutôt bien comme comédien, je commence à faire des fictions comme comédien, donc j'apprends un peu le travail du micro, et Cédric Ossire, le réalisateur avec qui on avait parlé de nos vies, parce qu'on passait 1 mois ensemble les uns les autres, Cédric savait que j'avais travaillé dans le secteur politique dans ma vie d'avant, et un jour je me souviens, je sortais d'un studio pour Le Chat du Rabbin, l'adaptation de Johann Sfar en feuilleton que réalisait Cédric, et j'avais un très beau rôle parce que je faisais le perroquet, donc je n'avais pas de texte, je faisais juste comme ça, je me faisais bouffer par le chat. Cédric m'a pris juste pour faire ça, en gros, mais il y avait quand même des trucs à jouer, c'est un rôle très intérieur. Je suis perroquet officiel de Radio France, et je me barre du studio après 20 minutes d'enregistrement, et je passe la porte. Et Cédric me dit, je suis en train de me barrer, Cédric me dit, mais bon, de loin les studios sont immenses pour ceux qui connaissent. Il me dit, mais tu veux pas essayer de proposer une fiction politique à Radio France? Je dis, non, je suis pas auteur, etc. Et je vous passe les détails, mais ça s'est fait comme ça. Donc j'ai dit non, il m'a dit si, j'ai dit non, il m'a dit si, j'ai dit d'accord. Et comme je suis un garçon scolaire, j'ai envoyé, je savais pas moi, que c'était énorme comme boulot en fait de faire un feuilleton. Ouais. C'est un délire d'écrire en fait, c'est de la folie quoi, je sais pas pourquoi on fait ça, on est fou. Et donc j'ai envoyé un pilote d'épisode 1, j'ai envoyé un synopsis de 5 épisodes, parce que là aussi on peut en parler, mais sur Culture, la case feuilleton c'est 5 fois 30 minutes, c'est très cadré. Donc j'ai envoyé un pilote, j'ai envoyé le synopsis de 5 épisodes, et ils m'ont pas répondu pendant 3 mois, donc je me suis dit j'ai fait de la merde, c'est normal, je suis pas auteur. Et je me suis dit mais en plus je me suis grillé comme comédien. On connaît puis un tous jour ça. ils m'ont rappelé, ils m'ont dit c'est génial, on le fait. Et après tu rentres dans la grosse machine Radio France, dont on pourra parler les uns ou les autres, mais conseiller littéraire, etc., système d'écriture, de lecture. Ok. Donc c'était génial, et à partir de c'était génial, on a fait 12 versions avant d'enregistrer. 12 versions du script. Jusque-là, tout va bien. Jusque là tout va bien. Très bien. Mais c'est un monde souterrain qu'on ignore, nous qui venons des images.
C'est intéressant. Vincent, Moi, à en ton fait, tour. moi, à la base, en fait, je suis ingénieur du son de formation. Donc, ma vie d'avant, c'était de faire du montage son, du sound design en fiction, ciné, TV. Et en fait, en parallèle, j'ai toujours écrit des histoires et j'avais réalisé des courts-métrages qui ont tourné en festival. Et de fil en aiguille, comme il y a eu beaucoup de délocalisation de travail en post-prod en France vers des pays tels Belgique, etc., je me suis des fois retrouvé à avoir du temps libre, à développer mes propres projets. Et c'est à ce moment-là aussi où des amis m'ont dit « Mais en fait, t'as pensé à écrire en radio parce que du coup, t'écris des scénarios. » Et moi, à l'époque, la radio, j'écoutais plus du tout parce que j'avais pas simplement l'emploi du temps pour être à l'heure devant une émission, etc., etc. Et j'ignorais encore l'existence des podcasts et du replay, en gros. Ta vie n'avait aucun sens, on peut le Ma dire. vie n'avait vraiment aucun sens, elle a changé. Non mais en plus, c'est vrai que je me suis mis à écouter tout un tas de programmes, notamment des fictions. J'ai abordé une personne qui s'appelle Patrick Liégibel, retraité maintenant de France Inter, qui était un peu le monsieur fiction de France Inter pendant très longtemps, qui était quelqu'un qui faisait beaucoup de prospection pour justement recherche de nouveaux talents, etc. pour la radio, pour France Inter. Et ayant vu un petit peu ce que j'avais fait en termes de court-métrage et puis avec justement mes connaissances un peu en son, il m'avait dit propose-nous quelque chose pour à l'époque l'émission qui s'appelait Nuit Noire, qui est en plus dans un genre que j'adore. C'est en fait du genre qui à l'époque était ouvert, ça pouvait être même comédie, mais ou des trucs un peu thriller ou d'angoisse ou ce genre de choses. Donc et ça a commencé comme ça. Voilà, j'ai mis un pied dans l'audio et l'écriture. Voilà, maintenant régulièrement, ça fait quelques années que j'en fais. Je me suis retrouvé à écrire pour les différentes émissions de France Inter, principalement, un petit peu France Culture. Et puis à côté de ça, alors en ce moment là, j'ai 2 fictions pour les 2 émissions de France Inter à écrire pour l'été, mes petits devoirs de vacances. Et puis en ce moment, je travaille sur un projet de fiction, de comédie pour Arte, qui avait lancé un concours, où j'ai été sélectionné pour un projet de série comique. Et puis voilà, d'autres projets en cours, quoi. Et aussi, oui. Tu ne parles pas de timide. Voilà, j'avais oublié un truc. Tiens, J'avais oublié un truc, ouais. J'ai lancé un projet audio, justement, hors Radio France, un peu hors autoproduit, justement, en me disant, j'ai un peu tout ce qu'il faut sous la main pour pouvoir faire des fictions radio moi-même. Et puis, j'ai lancé un peu ce projet en tournant quelques épisodes, en faisant appel à crowdfunding. Et puis, je pense qu'on en reparlera. Là, le crowdfunding est terminé. On a réussi ras les fesses à réunir la somme pour pouvoir boucler une saison de cette série de comédie qui va être des épisodes d'à peu près 10 minutes chacun pour le net. Super. Enchaînons, chers amis. Comment est-ce qu'on peut définir une fiction audio ? Tu parlais de format tout à l'heure, François. Est-ce qu'il y a différents types ? Où est-ce qu'on peut les écouter ? Je pense aussi dans les années 90 à l'essor des fictions un petit peu comme Les 2 minutes du peuple ou le Donjon Nullbuck de John Lang, qu'on salue d'ailleurs, qui aurait pu être là, qui n'a pas pu venir pour des raisons d'emploi du temps. Voilà, est-ce que ces créations indépendantes, la radio, est-ce que c'est ça qui définit les fictions sonores ou pas du tout ? Moi je peux juste François. témoigner. Tu citais les sagas MP3 là par exemple. J'avoue, moi je suis arrivé beaucoup plus tard sur cette écriture à la radio. Et par exemple, je le dis, c'est presque des univers parallèles. Moi les sagas MP3, je connais quoi, mais j'en écoute pas, j'en écoutais pas. C'est un univers que je connaissais pas du tout. Mais par exemple, il y a des précurseurs aussi. Bon, d'abord la fiction radio, rappelons que ça existe depuis des décennies. Il y a aux États-Unis, etc. Il y a les Orson Welles, les machins très fameux, plus ou moins fameux, mais c'est pas un truc qui sort de nulle part. Honnêtement, entre nous, l'image que ça avait sur le broadcast, c'était une image un peu ringarde, vieillie, etc. Que d'ailleurs des gens comme Blandine Masson qui dirige les fictions à France Culture disaient qu'il y avait un besoin de renouvellement, de rajeunissement, etc. Donc le renouveau il est là. Il y a un vrai faux renouveau aussi, parce qu'il y a beaucoup de renouveau dont on va parler, les plateformes, Binge, ou Média, il y en a plein, on va en parler, plein de choses. Mais il y a aussi des précurseurs qui datent depuis longtemps sur le web. Je pense à Arte Radio évidemment, Sylvain Gire qui est vraiment un pape de ça, qui fait ça il y a longtemps. Et Sylvain lui-même, quand on l'interviewe, il rend très souvent hommage lui-même aux sagas MP3, disant que on n'a pas forcément réinventé le tiède toutes les semaines, quoi. Mais pour ma part, je sais pas si on en parlera maintenant ou plus tard, mais Parle de ce que tu veux quand tu veux. Écoute, je sais pas, mais il faut qu'on se passe le relais aussi, mais sur des tas de trucs. Mais moi, la seule chose dont je peux parler, c'est les 2 cas différents. Moi, j'ai bossé pour Arte Radio et pour Radio France. Mais déjà, Radio France, il y a beaucoup de choses à dire sur les différents formats.
Donc en gros, c'est du broadcast. Donc ça veut dire, concrètement dans l'écriture, c'est-à-dire que le format est imposé. C'est comme à la télé en fait. Il y a C'est des qu'on formats remplit des cases. spécifiques. Je vous parle de avant que le broadcast commence à passer en ligne. C'est-à-dire que maintenant, Radio France lui-même commence à faire beaucoup de podcasts. On crée là depuis 1 an, ils commencent à faire du podcast original. Donc ils écrivent natif pour le web. Mais sinon, jusqu'à maintenant, l'essentiel de Radio France, on peut commencer par ça. Tu connais bien aussi, hein, mais c'est Inter et Culture. Toi, t'en as fait bouffer aussi beaucoup. Et il y a Culture, c'est 6h30 de fiction par semaine. Donc c'est quand même, à ma connaissance, le plus gros producteur de fiction. Ah oui, Un radio de très très loin. largement. Ce qu'on sait peu, c'est que Radio France est le premier employeur de comédiens en France. Parce que très peu de gens savent. Et c'est le quart du budget de France Culture, si je dis pas de bêtises, les fictions. Donc c'est vraiment une très grosse machine. Mais voilà, par exemple, 3 exemples. France Culture, moi je fais du feuilleton, c'est du 5 fois 30 minutes. Donc c'est vraiment de la grosse machine. France Inter, ça peut être des unitaires de 30 minutes. Donc toi, tu as fait beaucoup de Nuit Noire, par exemple. Avant, il y avait Vie Moderne que faisait Anne-Claire aussi. J'en ai pas jamais fait de Vie Moderne, c'était du 5 fois 6 minutes. Donc ça, c'est du formaté. Et si on prend d'autres cas, Arte Radio, par définition, il n'y a pas de durée, par exemple. Donc ça change complètement l'écriture. Après, moi, je dirais, le truc principal, c'est que c'est très très fragmenté en fait, l'univers de la fiction radio. Là où on peut avoir, c'est comme dire comment définir une fiction audiovisuelle, parce que ça englobe en même temps la web-série, le TF1, le court-métrage, voilà, c'est hyper large. Donc et à chaque fois, c'est des communautés qui sont des gens qui écoutent et des gens qui font, qui sont pas non plus forcément vraiment poreuses, parce que comme le disait François, les gens qui bossent beaucoup pour Radio France écoutent pas forcément les sagas MP3, et l'inverse est vrai. C'est pas la même manière de travailler non plus. Bon, évidemment, Radio France, après, si on parle 2 secondes un peu de la manière aussi dont c'est fait, Radio France, il y a vraiment un côté tourné en studio, presque avec une dimension théâtrale de jeu, de prise de son, de captation de moments, alors que en général, les choses qu'on trouve sur le web ou les sagas MP3, ce sont des choses qui sont enregistrées, parfois même en studio. Quand on voit Cyprien qui a fait une fiction, elle est enregistrée, à l'écoute, c'est pas du tout le même rendu que ce qu'on peut entendre comme fiction Radio France, parce que c'est pas du tout fait de la même manière, ça vient pas du même bout de la lorgnette. C'est quelqu'un qui vient de la vidéo, qui fait une fiction et qui arrive avec des techniques de vidéo pour faire ça. Alors que Radio France, il y a beaucoup de techniques qui viennent, puis il y a beaucoup de comédiens qui sont des comédiens de théâtre, de metteurs en scène et d'auteurs qui viennent du théâtre. Il y a un savoir-faire qui est différent. Le savoir-faire est différent. Une culture. Donc c'est hyper foisonnant, c'est très compliqué après de vraiment catégoriser les choses. Et moi, j'ajouterais juste quelque chose par rapport à la fiction radio. J'écrivais déjà avant, et j'écrivais en effet pour l'image avant d'écrire pour la radio. Et ce qui m'a surpris, c'est surtout la liberté. J'ai trouvé que, en fait, je me suis aperçue que je trouvais ça libre, et en comparaison avec ce que je venais de vivre. Alors, dans l'écriture les dernières années, c'est-à-dire que j'ai trouvé un espace fou de liberté dans ce qu'on peut proposer finalement, même si c'est de la commande, c'est-à-dire que même si à la fin on nous valide un sujet, on nous valide un thème, on parlera sûrement des méthodes de production, notamment donc chez Radio France, et finalement après c'est très libre, c'est-à-dire que tout était un peu autorisé, on pouvait proposer ce qu'on voulait, et puis surtout on peut tout faire en radio, globalement, c'est-à-dire que nous, notre première fiction radio, à un moment, c'est quand même l'histoire d'une jeune femme qui est suivie par une mouche. Je pense que ça aurait été compliqué de le tourner sur 10 épisodes, surtout qu'elle se transforme en mouche. 6e épisode, Ils ont fait un film là-dessus. On fait ce qu'on veut, quoi. Ouais, mais donc c'est vrai que c'est extrêmement agréable de pouvoir se dire, ça je peux l'écrire, ils se débrouilleront pour l'enregistrer. Après tout, même si parfois j'ai vu avec des conseillers littéraires de se dire, là c'est sur un bateau, votre truc, c'est pas simple, on sait pas trop enregistrer la mer. Ils nous font quand même des remarques sur ce qui leur plaît ou moins. Par contre, les mouches, ils sont calés, quoi. Les mouches, ils sont trop calés. Il y avait un comédien qui venait jouer que la mouche. Oui, comme le perroquet. Voilà, il y a des bruiteurs qui font des bruits de mouches avec des outils. C'est à voir. Regarder la radio fabriquée, c'est magnifique, hein, vraiment. Ouais, ça doit être cool. Et le deuxième truc, c'est que je trouvais que c'était aussi incroyable en termes de délai. Même si on parlera aussi que des fois, ça prend du temps d'avoir une réponse, d'avoir son texte validé, il y a des versions et tout. Mais quand même, nous, pour notre première série, qui était donc un 10 fois 6 minutes, donc en termes de durée, finalement, on a écrit 60 minutes. Je pense qu'entre le jour où on est venu pitcher nos sujets à la conseillère littéraire et le jour où ça a été enregistré, il y avait 6 mois. Diffusé, il y avait 6 mois. Ah oui.
Donc, c'est-à-dire que ces délais-là, je ne l'ai pas du tout à l'image. Enfin, tu vois, quand tu fais un court-métrage de 20 minutes, des fois, ça prend 5 ans. Donc, c'est vrai que c'est quand même super d'avoir 60 minutes entre l'idée et la diffusion. Moi, j'étais ravie que 6 mois et qu'après, je puisse passer à autre chose. Voilà, c'était chouette, c'était fait, c'était produit. Et ça, c'est hyper agréable en radio. D'accord. Parlons de l'écriture pure et dure, si vous le voulez bien. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques, tu parlais de la liberté, Anne-Claire, des choses comme ça qu'on ne retrouve par exemple que dans l'audio, des choses que permet ce format et qu'on ne retrouve pas ailleurs? Anne-Claire a déjà résumé 2 aspects qui sont à mon avis les 2 plus gros avantages du média. C'est le fait de pouvoir un peu, en termes d'effets, tout faire. On peut faire de la science-fiction aussi bien que du réalisme pour des budgets qui sont quasi équivalents. Donc déjà, quand on écrit pour autre chose, c'est pas du tout les mêmes contraintes. Et ensuite, l'autre aspect qui est l'aspect éditorial, c'est que c'est vrai, en tout cas à Radio France, et je sais pas comment ça se passe à Arte Radio, j'ai jamais bossé avec Sylvain, mais en tout cas il y a une liberté, ça c'est évident que quand on écoute vos autres émissions avec les gens qui travaillent avec les chaînes de télé, c'est pas du tout la même dynamique. Il y a une vraie confiance entre les producteurs et les directeurs d'écriture de la radio, les conseillers littéraires, pardon, qui permet, même s'il y a des retouches ou ce genre de choses, il n'y a jamais de remise en question fondamentale des choses quand elles sont posées et actées. Et il y a une relation de confiance, parce que je pense aussi qu'il y a un aspect financier qui est lié, c'est-à-dire qu'ils ont conscience qu'on n'est pas payé non plus suffisamment pour faire 25 versions des choses. Donc il y a un accord tacite qui dit que voilà, à partir du moment où ils sont là aussi pour prendre un peu de risque avec des auteurs, je pense que parfois effectivement ils doivent se dire bon zut, c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête, mais ils remettent pas tout en cause, ce qui donne une grande liberté aux auteurs. Oui, c'est toujours très bienveillant comme retour. Toujours. Ça, c'est vraiment extrêmement agréable. C'est que peu importe donc, les délais de réponse ou les remarques qui peuvent être faites. Donc moi, j'ai juste travaillé avec Christophe Barrère et Céline Geoffroy. Donc mais à chaque fois, c'était un vrai plaisir de travailler avec eux. C'est-à-dire que c'était toujours, bon, à partir du moment où on a validé le sujet, c'est acté. Donc on a signé, excusez-moi, là, j'ai plus le nom, on a signé la prime à l'inédit, c'est ça dont on parle. Voilà, on a eu une partie de la somme donc pour l'écriture. C'est-à-dire qu'après, on renvoie les versions. Alors, il peut y avoir des petites choses à corriger, plus ou moins. Mais en tout cas, c'est déjà toujours très constructif, très juste. C'est toujours ouvert aussi. On nous dit, oui, mais ça, c'est en fonction, c'est comment vous le sentez. Peut-être que... Donc, c'est super agréable, en fait, de travailler. Alors, certes, tu disais très justement c'est pas hyper bien payé, mais en tout cas, c'est des budgets qui sont vraiment moindres. Mais moi, je trouve ça super parce que du coup, ça permet de faire des choses, d'acter des choses, d'écrire finalement, de voir les choses se réaliser, être faites concrètement. Et donc ça, c'est surtout ça qui est chouette, quoi, et que permet l'audio. Du coup, comment est-ce qu'on intègre le son dans l'écriture ? Comment finalement, par la dramaturgie qui est un langage commun à tous les récits, comment est-ce qu'on peut insérer des outils propres à l'audio dans ce qu'on écrit ? Je me tourne vers François qui n'a pas répondu. Ah, pas de bol, merde. Qui se sert de l'eau. C'est pour moi, là c'est pour moi. Bien sûr, tout le monde pourra répondre ensuite. C'est un peu un sujet du bac, quoi. C'est le truc, c'est la fameuse phrase, c'est écrire pour les oreilles. Donc soit on le prend d'un niveau philosophique et on tire la nouille, soit concrètement, voilà, chacun a ses recettes pour essayer d'écrire. L'idée, je pense, pour faire de la fiction radio ou de l'écriture radio, d'ailleurs on peut parler aussi de la différence avec les podcasts, avec encore un autre genre d'écriture, mais plus l'étanchéité la porosité entre les genres. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que dans les podcasts, il y a beaucoup de fiction qui s'introduit ou simplement une approche narrative du podcast à la première personne, etc. Bref, quand on écrit pour la radio, écrire pour les oreilles, ça passe par plein de choses, mais je pense que ça vient aussi de nos cultures individuelles. Par exemple, moi je suis comédien, donc concrètement ça veut dire que j'écris à haute voix, j'écris debout, parce qu'il faut piquer les idées des gens qui savent. Donc le jour où j'ai appris que Victor Hugo écrivait debout, je me suis dit tiens, mets-toi debout. Donc concrètement j'écris debout face à un mur blanc et je dis mon texte à haute voix. Donc ça c'est une manière déjà de travailler sur l'oralité, pour parler juste de la question. Vas-y. Non, je disais Victor Hugo il faisait des très bonnes fictions radio, tout le monde le sait. Non mais blague à part, les sources d'inspiration, moi je vais pas les chercher, pas spécialement dans la fiction radio en l'occurrence. On écoute les copains évidemment, mais je veux dire les meilleurs feuilletonistes, c'est Zola, Hugo, etc. Ces mecs sont géniaux et ils posent, ou je sais pas, je relisais un peu par hasard le début de Don Quichotte.
Don Quichotte, il y a des trucs sur le mode narratif, c'est-à-dire comment est-ce qu'il présente ses personnages, comment il dit notre pauvre héros, par exemple, pour parler de ça. Moi, c'est des trucs que je pique évidemment dans mes fictions sur notamment le pacte d'écoute, c'est-à-dire le rapport à l'auditeur. Ça me semble hyper important en fiction. Dans l'écriture, c'est le début, comment on accroche les gens. Je trouve, comme au théâtre, comme dans beaucoup d'art, quand on fait semblant de faire croire qu'on est dans un truc vrai et que les gens voient qu'en fait il y a des projecteurs, des machins et qu'on fait croire ça marche pas, quoi. Quand on dénonce le décor, etc., et qu'on dit, bah voyez, on est dans un théâtre, vous êtes un public, on est des comédiens, on va se parler, on va vous raconter. Il était une fois, quoi. Donc, par exemple, le 57 rue de Varennes, ça commence par un griot, donc un conteur africain. Donc le mec il dit bonjour, je suis un conteur, je vais vous raconter une histoire, tout est faux. Et les premiers mots c'est il était une fois au royaume des blancs. Et ça raconte en fait derrière une espèce de presque de docu sur la vie politique française. Mais c'est un truc qui est voilà, je trouve que la question du rapport à l'auditeur est hyper importante. Et souvent, moi, c'est des fois quand ça fait saigner les oreilles, les fictions, c'est que ça fait semblant de croire qu'on ferait comme si ce serait du vrai, mais on voit que ça marche pas. Mais quand le rapport est juste, moi je crois que ça marche pas mal. Puis après, écrire pour les oreilles, enfin je sais pas, on a tous nos trucs, mais c'est la question du bruitage. Est-ce qu'on écrit dans son texte les bruitages ça vient par la droite, par la gauche, il y a un son comme ça? T'écris pas la réalisation, c'est-à-dire la façon dont va être fait les bruitages, mais en effet, il peut y avoir des didascalies qui ensuite vont être bruités. Et ça, on peut tout à fait le mettre, puisque c'est hyper important de pouvoir... Mais globalement, écrire pour la radio un texte, le scénario, entre guillemets, est assez différent d'un scénario de fiction, on va dire, d'image, puisqu'il n'y a que des dialogues. Enfin, c'est-à-dire que là, tu parles des voix narratives de début, mais nous, la question qu'on se pose toujours avec Christelle quand on commence à écrire un sujet de radio, que ce soit donc du feuilletonnant pour la vie moderne ou un affaire sensible, donc là, on vient de faire un épisode de 26 minutes, c'est toujours de se dire, c'est quoi notre dispositif ? C'est-à-dire comment on va faire pour comprendre ce qu'on ne va pas pouvoir voir ? Parce que si on ne peut pas voir, à un moment, comment on fait ? Donc, c'est-à-dire, est-ce que... Alors, il y a des trucs qu'on a vus 20 fois, et donc on se dit, on va peut-être pas faire ça, mais il y a le coup de la lettre, il y a le journal intime, il y a le narrateur, il y a un récit... Enfin, en fait, il y a plein de façons. Donc, comme tu parlais, là, le fameux conteur qui démarre l'histoire et qui commence par « Il était une fois ». C'est-à-dire, comment est-ce que j'accroche ? Comment je fais pour avoir accès au sentiment de mon personnage, c'est-à-dire que normalement tu fais un film, tu filmes, ton personnage pleure, ben, tu le vois pleurer, tu filmes un mec qui pleure à la radio, ben, tu peux le faire pleurer à gros sanglots, ou juste quelqu'un qui fait de la gueule, ça s'enregistre, mais tu vois rien en fait. Donc, et puis ça peut sonner un peu ridicule. Et ça peut sonner complètement ridicule, et parfois oui, c'est ce qui arrive malheureusement dans des étapes d'enregistrement. Pour moi ça c'est une vraie question, c'est comment je vais trouver un dispositif qui va me permettre d'avoir accès à non seulement le récit que je raconte, mais également mes personnages, leur intériorité, ce qu'ils vivent, et du coup aller finalement pouvoir transmettre ce que je raconte. Et ça m'intéresse, puisque c'est des questions que je me pose pas du tout quand j'écris de la fiction image. Et c'est d'autres questions, je me demande plutôt, genre, cette fameuse règle, tu montres, t'expliques après, bah oui, bah là, tu montres, tu peux pas montrer. Donc, c'est une autre façon. Comment je montre, justement, et sans être trop explicatif, sans être... Donc, je trouve que c'est d'autres défis, et c'est tout aussi intéressant. Après, c'est vrai qu'il y a une dimension où on est vraiment dans une culture de l'image, c'est-à-dire que l'auditeur, enfin le spectateur lambda, quelqu'un qui est habitué à comprendre une grammaire de l'image, cinéma, etc., parce qu'il baigne dedans depuis tout petit. Quand on va lui enlever ça, on rentre dans autre chose. Et c'est vrai que, de par mon premier métier, j'ai acquis une certaine compétence, on va dire, en termes de quel son peut être parlant de lui-même. C'est-à-dire que quand on manipule des sons qu'on doit rajouter sur des films en se disant ça c'est un son signifiant, ça c'est pas un son signifiant, quand on doit mettre en fait c'est simplement une mise en scène un peu sonore, c'est un peu moi j'utilise ça parce que c'est un petit peu un avantage effectivement de pouvoir parfois se dire voilà tel son est tout de suite identifiable. Bon, je dis une connerie, mais une sonnerie de téléphone, voilà, pas besoin de montrer un téléphone pour savoir ce que c'est. Bon, après, par contre, si on montre quelque chose qui va être de l'ordre d'un skateboard sur une route, par exemple, ce son-là qui est familier mais pas trop, est-ce que si on le met seul, on va comprendre que la personne est sur un skateboard, c'est pas évident. Donc peut-être qu'il va falloir le préciser. Mais ça, c'est le genre de choses où, entre guillemets, le fait d'avoir manipulé ces sons, beaucoup de sons, et de ces familles de sons, en fait, me permet parfois de savoir établir des choses en disant, bah là, j'ai pas besoin de dire qu'ils sont dans un train parce que l'ambiance de train derrière, avec tel et tel truc, fait que ça va être établi d'entrée de jeu et ça va être intégré tout de suite par l'auditeur. Là, pour le coup, c'est un petit avantage pour pouvoir écrire des choses de manière un peu fluide. Et puis, souvent, je me fais assez plaisir aussi, où j'ai des petites dédicaces
dédicace aux bruiteurs de Radio France où je leur dis, je fais pas mal de descriptions de sons, de bruitages qui viennent en plus, de choses qui sont pas forcément intégrées dans le texte, pour donner un peu du corps à certaines scènes. Est-ce que les bruiteurs apprécient justement la précision? Alors c'est rigolo, j'en parlais. Être libre. Et... j'en parlais. Non, parce que alors j'en ai parlé avec Elodie Fiat, qui est bruiteuse, qui était sur la dernière fiction que j'avais écrite. Et elle rigolait en me voyant arriver. Elle dit ça quand c'est Vincent Hazard, on sait qu'on a toujours plein de notes. Et je lui dis mais c'est en bien ou c'est en mal? Et elle me dit non c'est chouette, c'est assez sympa parce que du coup ça c'est pas des trucs de mise en scène, c'est vraiment des choses après où ils en font ce qu'ils en veulent parce que il y a le réalisateur qui vient et qui s'approprie tout le truc. C'est des indications. Et puis eux ça leur donne aussi, puis c'est jamais gratuit, enfin j'essaie pas de faire des trucs gratuits, c'est des choses qui servent dans un contexte ou qui servent et du coup eux ils aiment bien parce que ça leur donne des directions quoi, tout simplement. Donc finalement, écrire pour l'audio, c'est très vite penser la mise en scène, savoir la mise en son finalement de ce qu'on écrit. Là, je dirais que ça, c'est plutôt moi comme je pense les choses, parce que c'est vrai que je suis aussi réalisateur et ingé son, donc évidemment, je peux pas trop m'empêcher d'essayer de donner des petites pistes par-ci par-là, mais je pense qu'on peut très bien effectivement livrer un texte avec que des dialogues quasiment, et après au libre réalisateur avec le bruiteur ou les gens du son qui vont suivre de le mettre en son en fait. Oui, j'avoue que nous, on a une approche un peu différente. C'est vrai qu'avec Christelle, je pense qu'on écrit très peu, en fait, finalement, les bruitages. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que je me dis, ah oui, je comprends mieux pourquoi, parfois, à l'étape de l'enregistrement, on comprend moins ce truc dans une séquence. Et je me dis, la prochaine fois, je peux faire attention à ce fameux truc de son signifiant. Parce que nous, on dit juste, tu vois, ils sont dans un bateau, point. Et puis après... Mais après, voilà, le truc... C'est hyper sec à l'écriture. C'est Et pour puis ça après, que on a que des dialogues. les bruiteurs te font un peu la tête. Non, mais après, quand ton texte arrive. Ils m'invitent pas ensuite. Non, mais après, dans l'idée, c'est de se poser la question, de se dire, bon, bah là, sincèrement, si j'imagine, faut imaginer le son que ça donne et me dire, si j'entends ce truc-là nu, est-ce que je comprends ce que c'est ou pas? Et en gros, c'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est valable pour les ambiances de scène, c'est valable pour certains bruitages, etc. Bon, un exemple, là, sur une des fictions de France Inter, à un moment donné, c'est un mec qui se bat dans les tranchées. À chaque fois qu'il tue un Allemand, il fait une encoche sur sa crosse de fusil. Ça, je savais que c'était pas possible qu'on comprenne. Parce qu'on va entendre un truc qui fait... On va pas savoir ce que c'est, et il faut absolument que je précise, parce que si les personnes jouent la scène en se disant on voit ce que c'est, on n'a pas besoin de le dire, on va pas comprendre. Donc du coup, je me suis débrouillé pour qu'effectivement, à un moment donné, on dise oui, à chaque fois qu'il tue un Allemand, il fait une... Voilà. Bon, là, il y a des fois, on se retrouve piégé parce qu'on n'a pas le choix. Et ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à l'écriture des scènes. Quelles scènes on choisit d'écrire pour qu'elles soient adaptées pour la radio? Ah bah oui. Donc c'est vraiment, on se pose ces questions-là de se dire, par exemple, on travaillait sur une fiction sur Bergman et sur le rapport entre Bergman et Liv Ullmann. Et du coup, on devait donc écrire des scènes qui se passaient entre eux sur des plateaux de tournage. Et c'est vrai que c'est plus simple d'écrire une scène où à un moment, il y a du bruit. Enfin, tu vois, où il se vit vraiment quelque chose, qu'une scène où il y a juste deux personnes qui se parlent dans une pièce. Et comment comprendre que tu es sur un plateau de tournage sans le dire avec une voix narrative qui dirait « Oui, bonjour, nous sommes sur un plateau de tournage. » Donc c'est toujours des questions qu'on se pose. Évidemment, on va démarrer par le début de la séquence. Comme ça, on va entendre toute l'équipe qui dit action, moteur, séquence, je sais pas quoi. Donc ça, c'est... en effet... Tu devrais savoir, hein. Tu es réalisatrice, je te rappelle. Quelque chose comme ça, oui, voilà. Et tu sais que j'ai été vérifiée en plus, parce que c'est bête, mais du coup, il y a aussi, je pense que c'est ce que tu évoquais aussi tout à l'heure, François, ce qui est important à la radio, d'incarner entre le lien entre fiction et documentaire, que ça soit vrai. Moi, je fais souvent beaucoup de recherches quand j'écris à la radio, parce que, alors je sais pas, est-ce que c'est parce que sur Affaires sensibles, ça s'y prête plus, parce qu'il y a une partie historique, et donc c'est forcément lié à des faits passés, donc réels, donc il y a une grosse partie de documentation. Mais ça, je trouve ça super intéressant d'aller faire des recherches, de s'en nourrir, de réécrire la fiction. Et donc, je sais pas, j'ai l'impression que toi, je te passe la main, François. J'ai l'impression que ça, c'est ce que tu as fait beaucoup. Oui, c'est un des sujets, c'est un de mes dadas, moi, la question du rapport entre fiction et docu. Donc effectivement, c'est un très beau sujet. Moi, je pense qu'on écrit que sur les choses qu'on connaît bien. Donc moi, je sais travailler que comme ça, en me documentant énormément, quel que soit le... Mais je pense qu'on fait tous beaucoup ça. Mais je pense que cette question, en tout cas, de comment on écrit, ça soulève des tas de... Là, je vous écoute, je trouve passionnant parce que ça me fait réfléchir à des tas de trucs, mais c'est vraiment cette histoire de... En fait, moi, je pense que c'est pas mal quand même d'avoir la culture de comment ça se fabrique,
la fiction radio. C'est-à-dire que vraiment, je sais pas si un scénariste télé peut imaginer écrire sans jamais avoir mis les pieds sur un plateau, c'est possible. Une fois de plus, tout ce qu'on dit pourrait se dire oui, mais il y a plein d'exceptions, etc. Par exemple, France Culture, c'est aussi des adaptations magnifiques des Misérables de Victor Hugo. Donc c'est un truc qui n'est pas vraiment conçu pour de l'enregistrement radio, mais il y a un travail d'adaptation à faire, mais c'est superbe. Mais nous, qui avons la chance d'écrire ex nihilo pour la radio spécifiquement, je pense que c'est vraiment important de comprendre comment ça se fabrique. C'est-à-dire des choses aussi connes que si on fait une scène d'amour tous les deux, je sais pas si tu veux bien, si on doit fêter la Saint-Valentin tous les deux, on le jouera Avec côte plaisir, à côte. François. On le jouera côte à côte et on se regardera pas dans les yeux. Donc, et si on doit trinquer au champagne, c'est un bruiteur, une troisième personne qui va venir faire cling avec 2 verres. Et là, un perroquet arrive. Et là, non, et en fait, tous les arts, par définition, sont très artificiels, mais la radio l'est particulièrement. La fabrication de la radio est particulièrement artificielle. Un feu de camp à la radio, si on l'enregistre, ça peut sonner. En vrai, un feu de camp de radio, les vrais qui sonnent bien, c'est un balai en paille et du papier bulle. Et là, fermez les yeux et je vous jure que vraiment vous y êtes. Et si tu comprends l'artificiel de ça, c'est hyper important parce que, on en parlait tout à l'heure, mais il y a au moins 3 couches dans l'écriture qui sont les dialogues, évidemment, comme dans à peu près tous les arts, quoi. Il y a la question des ambiances, ce qui n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire, c'est quoi l'ambiance, l'univers sonore global. Et puis, il y a la question des bruitages, qui est encore une troisième chose. Le bruitage, pour moi, c'est par exemple comprendre un truc aussi con que un objet, ça n'existe pas à la radio. Un objet, on filme une bouteille, on voit une bouteille. À la radio, le verre, il n'existe pas. Le verre, il existe s'il a une action. Donc un verre, ça n'existe pas. Il y a un verre qu'on vide, un verre qu'on casse, un verre qu'on jette, un verre qu'on remplit. Plutôt à moitié plein ou à moitié vide Ça dépend si on est en train de le boire ou de le vider. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important que les bruitages, en fait, pour moi, par rapport au script, on en parlait, moi, les bruitages, ils sont uniquement, on essaye, qu'ils soient de l'action, en fait. C'est-à-dire qu'on met un bruit si ça a du sens par rapport à la narration. Et donc tout le jeu, en fait, je crois, c'est de travailler sur des ellipses, c'est-à-dire donner le minimum aux gens. Après, on peut faire des contre-pieds, on peut leur faire croire des choses. On peut leur faire croire qu'on leur fait écouter ça, mais en fait, c'est pas ça qu'ils écoutent. Mais c'est jouer entre un peu de dialogue. Les infos, est-ce qu'elles viennent du dialogue? Est-ce qu'elles viennent de l'ambiance? Est-ce qu'elles viennent du bruitage? Et c'est de jongler un peu sur les 3. Et sur un truc que je peux dire par rapport à ça, mais qui est une vraie obsession, par exemple, c'est comment on reconnaît un personnage à la radio. Juste ça, un personnage. C'est-à-dire qu'on n'a pas à dire « Bonjour Michel, comment vas-tu Paul ?»« Ah bien, et toi Marie ?» Et généralement, les mauvaises fictions radio, c'est ça. Et c'est épouvantable. Moi, j'ai triché, j'ai fait une fiction politique. Donc les mecs, la moitié des scènes, elles peuvent commencer de manière crédible par « Bonjour Monsieur le Premier ministre ». Donc ça, c'est cool. Mais sinon, comment est-ce qu'on fait pour identifier un personnage? Et une bonne partie du taf, moi, c'est cacher l'identification du personnage. C'est-à-dire qu'on le reconnaît, mais il faut tout faire pour que, comme tu disais tout à l'heure, Claire, qu'on reconnaisse la situation, les personnages, où est-ce qu'ils sont, et surtout en ne le disant pas. Donc on cache évidemment l'exposition. Mais et c'est le gros écueil. Mais voilà, des fois, quand je discute comment écrire la fiction avec des copains et tout, on leur fait écouter des trucs, par exemple, dans une langue qu'ils ne connaissent pas. Mais si un Allemand écoute ce qu'on est en train de dire, il sait pas ce qu'on dit. Mais il dit, bon, c'est des mecs qui font un talk show, ils sont en train de parler d'un truc un peu sérieux, mais ils se connaissent, ils se tutoient. Il s'est planté de podcast. L'ambiance, on l'a tout de suite. Mais donc, ce que je veux dire, et ce qui est important, c'est de pas doublonner. C'est pas dire bonjour, nous sommes en direct à l'émission de machin. Ils ont compris qu'on était émission radio, c'est pas la peine de doublonner. Et donc il faut leur filer des infos, les cacher un peu de temps en temps, donner une information indispensable, mais il faut un peu tricher, quoi. En parlant des ambiances et des bruitages, est-ce qu'il est concevable d'enregistrer une fiction audio comme on tourne un film, mais juste en retirant la caméra, en prenant que le son, en faisant jouer les acteurs en situation, avec des accessoires, etc. Enfin, je dirais bien sûr tu peux le faire, mais comme du coup par rapport à ce que vous venez de dire également, et du coup ça me parle, je trouve que on n'écrit pas le même texte, on n'écrit pas du tout la même chose. C'est sûr. Donc, moi, je pense par exemple à des films. On peut d'ailleurs réfléchir. On a tous un film en tête qu'on a sûrement fait, écrit, ou un film d'un ami qu'on a vu. T'enlèves l'image, ce qui est super des fois en montage. Moi, ça m'arrive de regarder le montage sans son quand je suis en montage, quand je regarde un film, ou de faire l'inverse, de regarder sans image, de regarder ce qui se passe, pour juste avoir un autre rythme quand je suis en montage de fiction avec l'image. Mais c'est pas du tout la même chose. Moi, si j'enlève les images de mon dernier court-métrage, je pense qu'on comprend rien. Absolument. Et c'est une super bonne nouvelle. Ça veut dire qu'au moins les images servent à quelque chose. Ouais. Et un des intérêts, je trouve, de la radio quand on la fabrique, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est que pour le coup, on est dans une espèce d'industrie, mais très artisanale. Enfin, notamment dans des grosses machines comme France Inter ou France Culture. Mais il y a des aspects qui sont très proches de la question d'un tournage de Cinoche, pour faire un peu les deux. Enfin, moi, je suis comme comédien, mais j'ai jamais écrit pour l'image. Mais par exemple, il y a un réalisateur, un assistant, il y a des chefs-op, et puis on tourne, sauf que il y a pas de caméra, mais on perche, on tourne, etc. Donc il y a des choses qui sont très proches,
et des choses qui sont très différentes. Donc des fois on additionne, et des fois on fait des spécificités. Mais je pense que parfois elle est très proche d'une écriture elle peut être très proche d'une écriture d'image et un jeu image, et des fois c'est complètement fabriqué, et l'écriture elle-même est très différente. Donc il y a pas de règle. En fait, je dirais que ça dépend du degré d'esthétisme qu'on donne à la mise en son ou à la mise en scène. C'est-à-dire qu'en gros, si c'est une sitcom de comédie TV où les mecs ils sont dans une cafétéria et ils passent leur temps à discuter, une transposition peut se faire direct dans un sens comme dans l'autre. Après, si on fait du Tarkovsky, je suis pas sûr qu'en radio, en direct, ça passe crème, quoi. Mais à l'inverse, c'est pareil, il y a des choses qu'au son on peut faire, comme on disait, en termes d'effets ou de sensations. Et puis il y a quand même un truc, moi le truc qui m'a vraiment pris quand j'ai recommencé à écouter de la radio, c'est parce qu'on n'a pas parlé encore de ça, c'est le pouvoir de ce média, le pouvoir de la voix, ce côté d'intimisme, d'intimité qu'on construit quand on a ces voix qui vous parlent, qui tout d'un coup procurent physiologiquement, je pense, quelque chose qui ne se produit pas quand on regarde des films ou quand on regarde une vidéo, et qui est beaucoup plus intime. Et du coup, cet aspect-là, c'est un truc qu'on peut beaucoup plus exploiter, ou qu'on peut exploiter en audio beaucoup plus facilement qu'à l'image, et qui se transpose pas du tout à l'inverse, quoi. Mais ça, c'est aussi parce que, comme tu le disais en citant, toi, ta fiction qui démarrait par un narrateur, il y a très souvent, comme au cinéma, ça serait une voix off, mais il y a un côté confession. Enfin, on a souvent un personnage, pas dans toutes les fictions, mais ça arrive souvent, moi, quand j'écoute des fictions radio, d'avoir un personnage qui est une voix intime et qui se raconte, que ce soit à la première personne du singulier ou qui raconte à la troisième personne du singulier un récit. Et donc, il y a tout de suite, en effet, un sentiment de proximité qui s'établit, mais directement, avec cette voix, en fait. Alors qu'à l'image, ce procédé-là de la voix off, c'est quand même un truc qu'on essaye d'éviter parce que ça fait plan-plan, ça fait, ça peut être lourd, c'est lourdingue, Ça et fait puis son temps. ça fait son temps et ça marche pas. Alors que là, des voix off, enfin, il y a des procédés qui en télé sont éculés et qui au-delà de ça sont redondants, qui en radio produisent des effets terriblement efficace. Je vous donne un exemple. Dans les premiers trucs que j'avais écoutés, c'était pas de la fiction, c'était, je crois, des entretiens sur France Culture avec... alors, c'était une transposition, en fait. Je me disais, mais c'est comme si je regardais une émission d'M6, genre Zone Interdite, avec des escort girls, tu vois. Genre de choses où, tu regardes 2 secondes et puis tu zappes sur autre chose. Enfin, moi, j'aurais zappé rapidement. Là, en fait, le fait d'entendre ces voix de femmes qui racontaient leur histoire, et en plus on est plus posé qu'en télé ou qu'en média image, on peut développer des scènes, etc. D'avoir ces témoignages, ces voix-là, tout d'un coup, je me sentais vraiment émotionnellement pris par ces histoires-là de manière beaucoup plus efficace, avec une simple voix qui nous racontait ça. Une personne face caméra qui raconte son histoire en télé, le même type de truc, c'est beaucoup moins engageant. Enfin, il y a beaucoup moins d'identification qui se produit. Oui, en fait, ce que tu dis, Vincent, par rapport à la proximité aussi et l'intimité, je me rappelle, moi, le premier podcast, la première émission de radio qu'on m'a conseillé, quelqu'un m'a dit, mais il faut absolument que tu écoutes ça, c'est incroyable, ça s'appelle La boîte vocale d'Alex Bouchard. Vraiment, je vous le conseille, c'est hilarant. C'est un podcast écrit par Bruno Podalides, et c'est l'histoire d'un mec qui va au Festival de Cannes, et c'est son répondeur. C'est génial, hilarant. Ça dure genre 12 épisodes, et en fait t'es juste dans son répondeur téléphonique où à chaque fois, comme le Festival de Cannes il est tout le temps en rendez-vous, et donc on lui laisse, il écoute chaque jour, il écoute ses messages, et donc il en a 6, 7, 8, et c'est hilarant de proximité et d'intimité, en fait. Et ça, évidemment, on n'aurait pas du tout pu le faire à l'image. Déjà, c'est une super idée, le coup du répondeur, en termes de radio. Mais vraiment, s'il y a un truc que je vous conseille d'écouter, je pense que c'est la meilleure fiction radio que j'ai écoutée de ma vie. Est-ce que la fiction radio ne marche pas bien en exploitant son médium, le son? Tu parles de message vocal, on est typiquement dans ce genre de rapport. Est-ce que c'est pas là où elle excelle finalement, la fiction audio, ou elle a d'autres opportunités de s'en sortir? Je pense qu'il y a différents... encore une fois, comme à l'image, il y a différents
type de programme. C'est vrai que sur Radio France, il y a beaucoup de choses où c'est basé sur des faits, où on fait notamment sur France Inter des recherches parce que c'est du biopic, c'est des histoires qu'on adapte en fait de faits réels ou ce genre de choses. Il y a des tendances, on va dire semi-réalistes, effectivement, où on parle d'univers, voilà, où là, effectivement, on est dans une, je dirais que l'intérêt réside pas forcément dans les bruitages en tant que tel. Il faut que ça soit entre guillemets fluide, bien fait, bien pensé, etc. Mais l'intérêt de la fiction en elle-même n'est pas ça. Après, je pense que il y avait et il y a sur France Culture des choses comme ça, mais les sagas MP3 sont aussi dans cet esprit-là, des choses où on explore effectivement des concepts ou des choses qui vont jouer de l'ordre effectivement du truc, enfin du high concept aussi en son on peut en avoir, ou de l'exploitation physiologique d'ambiance sonore, de choses comme ça. De traitement de son, oui. Mais pour moi, il y a pas un truc qui est mieux que l'autre. C'est comme en cinéma, quoi. On peut aimer Romer et puis adorer les films de Tony Scott, quoi. Donc, Et c'est ce qui se prête le mieux aussi à la commande ou au sujet. J'ai l'impression que je soulevais la question du dispositif tout à l'heure. Je trouve que c'est assez intéressant de se dire, c'est de la même façon qu'on va écrire un film et on va se dire, comment est-ce qu'on construit la narration, quel est le meilleur choix de récit, la forme en fait, quelle est la forme adaptée au fond. Et ben là pour moi c'est la même chose en radio, quelle forme j'emprunte pour illustrer au mieux mon propos, mon sujet. Donc c'est vrai que quand on est sur des affaires sensibles, on va pas avoir un répondeur téléphonique. Et encore on pourrait, c'est-à-dire que ça dépend quel est le sujet, qu'est-ce que ça vient traiter, j'en sais rien, d'un coup j'ai un truc qui me vient en tête et je me dis ça serait super. Donc ça dépend de ce qu'on vient y voir, quoi. Juste pour compléter, en fait ça dépend si c'est des créations originales, c'est-à-dire qu'il y a des plages pour ça réellement sur France Culture, il y a des choses où il y a de la place à l'expérimentation, ce genre de choses. France Inter, on est sur des émissions qui sont cadrées, notamment je pense à Autant n'importe l'histoire, où elle est même très cadrée, c'est-à-dire que c'est des fictions, des sujets qui doivent aller jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où on a un narrateur qui raconte l'histoire, c'est imposé dans un cahier des charges. Donc là, on est dans une contrainte où, en termes d'expérimentation, voilà. Et puis, on a aussi des contraintes de production. C'est-à-dire qu'on a des fois des nombres de comédiens limités, des nombres de jours de tournage, d'enregistrement parfois sur France Inter, très courts, qui permettent pas forcément de faire des choses justement qui nécessitent, qui ont une ambition, on va dire, de mise en son exceptionnelle, quoi. François, tu peux réagir ? Ouais, non, je pensais à cette question hyper importante, la question du traitement, le traitement du son dans l'écriture dont on parlait tous là. C'est hyper important et pour moi ça fait vraiment partie du cœur de l'écriture, même en amont du sujet ou de l'angle ou des persos, etc. Pour donner 2 exemples, 57 rue de Varennes, le premier épisode, c'est un plan séquence. C'est écrit comme un plan séquence de 30 minutes de radio. Donc on suit un Premier ministre, il démarre à la salle de sport, et puis ensuite il monte dans sa bagnole, il part sous la douche, etc. Et on le suit dans sa bagnole, dans la cour de l'Élysée, il monte les escaliers de l'Élysée, il arrive dans le bureau du président, il se fait engueuler, fin de l'épisode. C'était pour montrer que cette écriture... Donc là, on a une espèce de couleur, de texture de son unique qui se veut un peu perché en temps réel pour marquer la continuité de l'action politique. De Guerre en Fils, le premier épisode, sur les 3 premières minutes, donc un truc d'Arte Radio, sur les 3 premières minutes, il y a 114 plans de coupe. Ouais, c'est-à-dire qu'on mixe de l'archive, de la narration, de la musique, du bruitage, des trucs en live, etc. Et l'idée, c'est de rendre, c'est ce que tu disais Anne-Claire, de rendre, pour le coup, le fond qui était 10 ans de recherche, tous azimuts dans tous les sens, et dire, on va vous montrer un puzzle, quoi. Mais je pense que même, en tout cas, moi, quelle que soit la forme, il y a des contraintes de production. On ne peut pas tout faire, notamment sur Inter, par exemple, où les choses sont plus contraintes, mais c'est quand même possible de faire quand même plein de choses. Mais quand on peut, moi, je trouve que c'est hyper important de varier les traitements. C'est-à-dire que, indépendamment de ce qui se dit, ce qu'on disait, qui est hyper important, quel personnage, qu'est-ce qui se raconte, moi j'alterne, comme tout le monde, mais un peu de narration, un dialogue, tout à coup ils sont en situation, tout à coup on est au talkie-walkie, tout à coup on est au téléphone, tout à coup... Et en fait, des textures de son, il y en a plein. Mais il faut prendre le temps d'y réfléchir. Mais la question de cette texture, elle crée une incongruité en fait. Les gens se disent mais qu'est-ce qui se passe ? Ils sont où ? Qu'est-ce qu'ils font ? De qui me parle, etc. Et je pense que c'est important d'alterner ces textures de son. Et la texture de son parle à tout le monde. Tu parlais des sons signifiants, Vincent. C'est vrai qu'une sonnerie de téléphone, quelqu'un qui parle dans un téléphone, un talkie-walkie, tout de suite on peut savoir ce qui se passe. Et on a tous été plus ou moins confrontés à des sons pareils. Donc ça parle effectivement à tous. Pour la bonne aussi raison que je pense que quand moi j'écoute de la radio, en tout cas, j'ai des images.
qui me viennent. Donc c'est-à-dire que si à un moment j'ai que la même image de deux personnes qui parlent dans une pièce, je vais finir finalement par m'ennuyer un peu dans ma tête. Alors que si, comme tu le dis si bien, François, d'un coup il y a quelqu'un qui me parle dans un talkie-walkie, puis après j'entends quelqu'un qui est sur la route, et puis après, du coup mes images vont varier. Donc ça va plus m'amuser en fait. Ça va marcher aussi. Il y a quelque chose qui va, au moment où je pourrais, je sais pas, m'ennuyer, décrocher, ça va relancer le récit, ça va m'intéresser. Ouais. Et dans l'écriture, moi j'ajouterais aussi, mais c'est un peu des recettes, mais moi c'est ce que j'applique. Mais pour info d'ailleurs, quand j'écris sur 57 par exemple, où j'en suis à la 4e saison, donc j'en suis quand même à 8 heures de fiction, donc on finit par tourner un peu en rond sur des trucs, etc. J'en étais moi à me faire des listes de dispositifs sonores, indépendamment du contenu. Après, je me suis posé question de personnages, d'intrigues, d'hasard. Tu peux les donner, ces listes. Tu pourras nous envoyer un mail. Oui, un mail. Je t'envoie un mail. Un exemple, peut-être. Non, mais aussi codement, juste pour se rappeler indépendamment du contenu, qu'on peut faire ces traitements de son dont on parlait. Donc, il y a les fameux qu'on redit en boucle, mais le téléphone, le talkie, le machin, le gna-gna. Mais en radio, on peut faire des tas de choses. Les ambiances de bruitage aussi, se dire tiens, qu'est-ce qui se passe si on est dans une foule. Moi je fais les fictions en ce moment sont politiques, donc qu'est-ce que c'est que l'ambiance de l'Assemblée nationale, etc. Donc il y a ces sortes de traitements, et il y a aussi encore un truc un peu différent, c'est la question des natures de discours, pour parler que des dialogues. C'est-à-dire que par exemple, indépendamment de la qualité de son, juste c'est pas la même manière de s'exprimer quand on est en train de faire une interview politique, quand on est en train de discuter dans une cuisine, quand on est en train de papoter avec sa meuf, quand on est dans un pieu, quand on est en train de dormir, etc. Donc là en fait, avant même, ce que je veux dire, c'est qu'une fois de plus, avant même de savoir ce qui se raconte, si on met un type qui parle un peu comme ça, mesdames et messieurs, on a compris quoi, le mec il va faire un discours politique. Et donc on n'a pas besoin d'expliquer, etc. Et donc la question de la nature de la prise de parole aussi, je pense qu'elle est hyper importante dans les fictions, je parle des fictions narratives, quoi. Vincent, tu as récemment mis en ligne les premiers épisodes de ta série audio Timide, que tu as financé de manière indépendante, on en parlait tout à l'heure. Comment tu compares cette expérience indépendante avec ce qui se fait habituellement en radio ? Alors j'ai fait de l'espionnage industriel, voir un petit peu, parce que c'est vrai que la fabrication d'une fiction radio c'est quand même spécifique. Moi je viens de l'audiovisuel, donc j'avais pas forcément l'expertise de voir comment Radio France ça se faisait. Du coup en fait l'expérience en soi, c'était venu sur une envie de justement de réaliser moi-même en fait. Et de faire un projet, peut-être tenter des choses en ayant un petit peu la main sur l'ensemble du dispositif de A à Z, et sur une histoire qui se prêtait quand même, donc une comédie, donc quelque chose qui puisse quand même entre guillemets accrocher un public relativement large. Et ayant à disposition chez moi du matériel pro pour faire ce genre de choses, je m'étais dit bon, il me manque pas grand chose pour pouvoir me lancer même entre guillemets en indépendant. L'idée derrière le projet, c'était d'expérimenter une technique qui était un peu à mi-chemin entre ce que j'ai vu faire à Radio France, de techniques qui étaient aussi plus audiovisuelles, traditionnelles en termes peut-être de mode de fonctionnement aussi, avec une flexibilité de tourner tout en décor naturel. Et voilà, et c'était une expérience à faire vraiment super. C'est-à-dire que c'est vrai, comme disait Anne-Claire, il y a une facilité, une rapidité quand même à tourner. Ça, c'est sûr que c'est vachement bien. Bon, après, l'écriture, c'était autre chose parce que c'est quand même une écriture de comédie où j'y ai passé beaucoup de temps. Donc après, il y a une problématique de pérennité en termes de l'économie dans laquelle on évolue quand on fait ce genre de choses. Surtout en comédie, l'écriture est vraiment longue, en tout cas pour moi. Du coup, peut-être l'expérience aussi à terme à recommencer, mais pas tout à fait de la même manière, avec un dispositif plus léger. Là, j'étais sur un nombre de comédiens qui tournent aux alentours de 7, ce qui est un peu standard à Radio France sur la plupart des productions, mais en fait c'est encore trop, je pense, par rapport à si on veut entre guillemets se lancer et en vivre, enfin en tout cas essayer de trouver du sponsoring ou de passer par des nouveaux canaux qui se mettent en place pour produire de la fiction. Mais après par contre l'expérience de tournage, c'est jubilatoire, c'est vraiment c'est très rapide, c'est simple, on a tourné 40 minutes de fiction en 2 jours. Ah oui, effectivement, ouais. Donc voilà, et on a eu de la voix off, et ça m'a permis aussi d'expérimenter. Alors je suis pas allé, c'est pas Citizen Kane le truc, hein, mais j'avais une idée en fait qui était une idée de tester un dispositif avec une voix off qui nous dit quelque chose et la situation vécue qui nous dit autre chose.
Donc c'est pour ça que la série s'appelle Timide, c'est que c'est un personnage qui d'extérieur apparaît timide et du coup les gens se disent ouais c'est un mec gentil, tout le monde a un a priori sympa sur lui. Et nous en fait on a accès à ses pensées et on se rend compte qu'en fait c'est un gros relou qui est lâche, menteur, etc. etc. Et ça me paraissait intéressant à la fois d'avoir un personnage pas très sympa déjà. Parce qu'il y a ce truc d'intimité de la voix off qui nous dit ah ouais c'est un mec gentil donc on s'identifie et tout, mais en même temps ce qu'il fait c'est que là le personnage donc de jouer un peu sur un décalage comme ça, d'expérimenter avec ça et puis de jouer sur le décalage humoristique entre le mec qui pense un truc et derrière qui dit l'inverse ou qui fait une action inverse et là du coup qui joue sur un truc comme ça. Voilà, c'était un dispositif, un peu un concept qui m'intéressait d'explorer, assez relativement simple à mettre en place, tout tourné autour de chez moi et chez des potes très vite. Et avec une voix off enregistrée là où on a pris le temps et un dispositif de montage qui était vraiment enrichissant, très très intéressant et une très bonne équipe de comédiens que je salue au passage s'ils écoutent. On mettra le lien dans la description de l'épisode pour que les gens y aient écouté. Je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à la réalisation, parce que tu dis j'ai eu envie, j'ai réalisé Timide parce que j'avais envie de réaliser, je sais pas si tout le monde le sait, mais en radio on ne peut pas réaliser, en tout cas pas chez Radio France, parce que pour être réalisateur chez Radio France, déjà c'est un concours qu'ils n'ouvrent que quand ils ont envie d'ouvrir le concours, et donc je suis arrivée en écriture avec Christelle quand on a rencontré les conseillers littéraires de Radio France et qu'on a vu comment ça se déroulait. Donc en fait il y a un numerus clausus, donc en fait en gros il y a des gens qui ont cette habilitation, qui sont habilités à réaliser en radio. Ils sont peu nombreux et c'est mieux pour eux puisqu'il n'y a pas énormément de fiction radio quand même, donc il faut qu'ils travaillent. Et elle nous a dit ah non mais là le concours de toute façon, la formation c'était il y a 2 ans et avant c'était il y a 10 ans. Donc j'ai l'impression qu'ils l'ouvrent que quand ils en ont besoin. Ils ont rouvert il y a quelques années, ils ont recruté 6 nouveaux réalisateurs il y a quelques années. Et là ils sortaient de promo il y a 2 ou 3 ans, un truc comme ça. Et avant c'était 10 ans avant, donc c'est vrai que c'est quand même donc on peut pas réaliser, c'est-à-dire que quand nous on écrit des fictions pour la radio, on peut pas les réaliser, c'est ce qui est aussi chouette parce que ça veut dire qu'on les laisse partir, donc on regarde comment elles sont réalisées. Donc c'est une expérience assez enrichissante et étonnante. Et parfois il y a des bonnes surprises, il y a aussi parfois des moins bonnes surprises. Et en termes de choix artistiques. Et si je voulais rebondir sur autre chose, tu dis que tu avais tourné 42 minutes en 2 jours, enregistré en tout cas. C'est vrai que par exemple, nous, là j'ai un enregistrement donc, pour l'épisode de Bergman dans 1 semaine. On enregistre 26 minutes de 14h à 20h. Donc c'est vrai qu'on est quand même sur de la super grosse web série quoi, ça va vraiment très vite. Mais là oui on peut aussi, c'est quand même assez différent. Inter par exemple classiquement c'est à peu près ça, c'est une grosse demi-journée pour faire une demi-heure de prod en gros, une très grosse, on parle du tournage après il y a autant de montage mix évidemment derrière, mais France Culture par exemple c'est des conditions où je sais pas là on va sortir donc 5 fois 25 minutes donc un peu plus de 2 heures de fiction et pour ça il y a presque 10 jours d'enregistrement. Donc c'est pas les mêmes conditions. Et là c'est encore un truc qu'on peut dire aux gens qui voudraient écrire, mais écrivez avec les oreilles évidemment, mais je crois qu'ils n'ont plus envie là. Ils n'ont plus envie. Avec tout ça. Mais c'est magnifique d'écrire pour la radio, enfin vraiment. C'est ce que tu disais, on est hyper libre. Enfin, c'est vraiment un territoire à explorer maintenant en plus. Ah oui, j'espère qu'on donne envie. Parce qu'il est à la fois, riche de 70 ans d'histoire et en même temps il est en train d'exploser en termes de diffusion, de plateforme, de public. Enfin c'est maintenant qu'il faut y aller les gars quoi. Piquez-nous notre boulot. Mais non mais parce que c'est aussi ça. Il y a aussi des modes. Enfin je veux dire, je sais que dans 2-3 ans j'en ferai plus parce qu'on dira Perrache c'est un gars. Pas Perrache encore. Perrache. Il allait faire un truc politique. Non mais voilà, ça fait partie du jeu quoi. Mais écrivez maintenant. Mais donc écrivez avec les oreilles. Mais je pense que c'est important de se poser la question, quel que soit le dispositif, qui peut être très varié entre, pour les gens, les choses que je connais, Arte, Inter, Culture, c'est pas pareil. Binge, je connais pas comment ils bossent, etc. Autoproduit, c'est autre chose. Mais pensez quand même, je crois, ça vaut le coup de réfléchir en amont et puis en cours de travail aux conditions concrètes de production. C'est-à-dire que c'est pas pareil d'écrire si on a 4 comédiens, 12 comédiens, si j'aurais du temps, pas du temps, etc. Mais vraiment, et nous on voit passer beaucoup de textes de gens qui veulent faire de la radio, parce qu'on fait ça à la radio aussi, on lit les textes des copains, et parfois il y a juste pas conscience de comment ça se fabrique. Et c'est juste c'est pas qu'on aime pas, c'est pas que c'est pas bien, c'est juste les gars, c'est pas de la radio quoi. On sait pas faire, c'est pas intéressant. C'est pas conçu pour les oreilles, on peut pas le faire. C'est vrai que c'est assez drôle ce que tu dis par rapport au nombre de comédiens. La première fois qu'on a écrit la première série avec Christelle, on était invités le premier jour à la lecture. Moi je pouvais pas venir, mais je me rappelle Christelle m'envoie un texto juste après en me disant, elle m'appelle, elle me dit mais Anne-Claire, il y avait 30 comédiens. Et on n'avait pas du tout compris que dans notre texte il y avait 30 personnes. En fait c'est juste qu'on s'était un peu lâché, qu'on avait mis genre la fleuriste dit ça, et puis là elle m'a dit j'ai dit ça. Et elle me dit j'étais à la lecture, il y avait 30 personnes.
Et on n'avait pas du tout réalisé, c'était un peu open bar pour nous la radio. Samedi, on a fait des ambiances pour 57 rue de Varennes. Et il y avait tous les comédiens, donc 6 ou 7 rôles principaux, et il y avait 17 figurants. Donc des gens qui font de la figuration sonore. Et en fait, c'est ce qui rend la fiction, on espère, crédible. Donc des gens pour faire des manifestants, des journalistes, des machins. Mais voilà, toutes les productions n'ont pas les moyens de mettre ça. Et Radio France, France Culture en particulier, mais France Inter aussi fait au mieux, mais ils mettent des moyens qui sont importants, quoi. C'est marrant, tu disais il faut écrire avec les oreilles. Nous, on écrit avec les pieds. Oui, mais ça n'empêche pas. Hein. La formule, en tout cas, moi, je la connais par le théâtre. C'est Valère Novarina, Paroles pour les acteurs, ou Lettres aux acteurs, je sais plus, qui dit j'écris par les oreilles pour les acteurs pneumatiques. Mais voilà, c'est important d'écrire pour des gens qui vont dire le texte, quoi. Tu parlais de 57 rue de Varennes, toujours dans l'actualité. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est ce projet qui dure depuis maintenant un petit peu de temps et qui est assez ambitieux en fait. Et nous raconter comment tu es venu avec ça, comment ça s'est fabriqué au début en fait. Non, c'est pas une pirouette, mais tous les projets sont ambitieux, donc celui-là en tout cas il est lourd. C'est France Culture, donc c'est du broadcast, c'est aussi bien sûr accessible sur le web, en podcast après. Donc c'est du feuilleton, donc c'est une case éditoriale qu'on remplit, qui est du lundi au vendredi à 20h30, de 20h30 à 21h, une demi-heure de fiction pendant une semaine. Donc c'est 5 épisodes au moins qui se suivent, donc feuilletonnant, de 30 minutes chacun, enfin 27 minutes en gros chacun. C'est ce que je racontais tout à l'heure, c'est là où en tant que comédien, un réalisateur m'avait dit tu devrais proposer un truc. Donc c'est comme ça que ça a démarré, en fait, c'est une proposition. Parce que moi j'avais bossé 6 ans dans la communication politique, donc c'est un milieu que je connaissais bien. Donc j'ai écrit là-dessus. Et on a fait ça, la première saison c'était il y a 4 ans. Et là on est en train d'enregistrer la 4e saison. T'as fait ton House of Cards. Bah, c'est un peu notre House of Cards à la française, ouais. Mais non, mais en radio, je peux pas dire de bêtises, mais je pense qu'en radio ça doit être une des rares fictions politiques. Donc il y a les trucs indépassables à l'étranger, les House of Cards, les autres. Il y a Baron Noir en télé qui est incroyable. Il y a d'autres trucs qui sont moins bien à mon avis, mais à ma connaissance, à la radio, ça doit être le seul feuilleton politique, en tout cas, je crois, j'en ai pas d'autres en tête. Ouais. Et du coup, avec de Guerre en Fils, t'es passé à quelque chose d'un peu plus personnel et qui mélange pas mal de choses aussi. Alors De Guerre en Fils, rien à voir si j'ose dire. Ouais. Ça s'est fait là où on est physiquement, c'est-à-dire on peut le dire à la SACD. On peut tout à fait dire. On est chez nous. On est à la SACD et ici même il y avait une diffusion. Merci la SACD de nous accueillir. Il y avait une diffusion d'une petite sélection de trucs radio. Ils font des soirées d'écoute radio de temps en temps. Il y a une équipe administration radio et ils avaient diffusé 57 rue de Varennes. Et Sylvain Gire, patron d'Arte Radio, était là. Et Sylvain aimait beaucoup 57 rue de Varennes et il dit faudrait que tu fasses un truc chez nous. Je dis ouais, très bien. Par ailleurs, j'ai été copain de théâtre, moi, avec une fille qui s'appelle Sabine Zovigan et qui avait fait une autre fiction pour Arte Radio. Donc Sylvain connaissait aussi Sabine Zovigan, je connaissais Sabine. Voilà, moi j'avais écrit il y a 10 ans maintenant, pour dire que les projets des fois prennent 10 ans. J'avais écrit des recherches sur mon grand-père, parce que le pitch est super, c'est mon grand-père qui a été tué dans un attentat FLN pendant la guerre d'Algérie, donc c'est plutôt fun. Et donc j'ai fait 10 ans de recherche sur lui, et puis j'en avais rien fait, j'en avais fait un texte, etc. J'en ai beaucoup parlé avec Sabine. Ça avait rien donné, on avait testé de faire un truc en théâtre, ça avait rien fait. Et donc j'avais laissé tomber. Et un jour, donc Sylvain dit qu'il faudrait faire un truc. Il connaissait Sabine, que je la connaissais. Et je parlais avec Sabine des conséquences pour moi du 11 septembre 2015, parce que je dînais rue Bichat le soir des attentats. Donc j'ai failli. 13 novembre. J'ai dit combien 13 novembre. T'as dit 11 septembre. J'ai 11 septembre. C'est un petit mix un petit franco-américain. mix, Allô docteur. Et j'ai dit 11 septembre, mon Dieu, c'est dingue. Et donc ce soir-là, moi avec mon copain, on devait bouffer au petit Cambodge. Et comme on était 3, il n'y avait plus qu'une table pour 2, donc on a bouffé à 30 mètres. Donc voilà, ça s'est joué comme ça. D'accord. Et je racontais ça à Sabine. Et Sabine, on s'est dit, si on faisait ça, si on proposait de raconter ça à la radio. Et ça a démarré comme ça. Et précisément, c'est ce que je raconte, c'est que moi, le 13 novembre 2015, j'ai rien vu. Mais par contre, j'ai entendu tout. On a tout entendu, les calaches, puis le silence, quoi. Et la fiction démarre comme ça. Elle démarre en disant, je crois que la dernière phrase du premier épisode, c'est dire cette histoire m'est revenue par les oreilles, on va la raconter par les oreilles. Mais voilà, il se trouve que l'angle, c'est typique d'un projet qui a mis 10 ans, qui était très perso, qui n'a rien donné en écriture, qui n'a rien donné en théâtre. Puis un jour, ça trouve sa forme en radio. Et ça a plus de sens du coup via l'audio que par l'image. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a conçu. Et c'est comme ça que je te dis que ça a trouvé sa forme, puisque ça marchait pas en théâtre, ça marchait pas en roman, où j'ai commencé à écrire un peu de prose, mais en radio on a proposé un truc qu'on a coécrit avec Sabine, complètement à 50-50, et qu'on a écrit vraiment là pour le coup tout de suite de manière sonore, quoi. Toi Anne-Claire, tu as proposé une fiction beaucoup plus légère, très rigolote et enjouée. C'est drôle De Guerre en Fils aussi. Et c'est très chouette. Non, De Guerre en Fils c'est très bien écrit. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais c'est pas drôle, on vient de le dire là. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence de ton entre vos deux projets et c'est assez chouette de voir les deux différences en fait. Pour le coup, on est sur une personne qui, elle,
change de vie dans ta chronique de la vie moderne. Je pense à celle-là parce que c'est celui qu'on a écouté. Je pense à la vie d'Ella Paumé. Tout à fait. Oui, avec notre magnifique jeu de mots. Ella Paumé. On avait compris. Hein. C'est une idée que vous avez proposée comme ça à une directrice littéraire? Oui, en fait, avec Christelle, donc, quand les personnes de Radio France sont venues nous voir à la Fémis, on s'est dit, on va prendre une après-midi, on va brainstormer, puis on va voir ce qu'il en sort, on trouve 3 idées. On fait souvent ça, on se dit, on voit, quoi. On prend 3 heures et puis on voit. Et on avait comme ça 3 sujets, on a pitché les 3. Donc le premier, c'était en effet donc cette femme qui est suivie par une mouche. Donc, qui s'appelle Le jour où je suis devenue superstitieuse, qui est la première série qu'on a faite de 10 épisodes. On avait pitché donc La vie d'Ella Paumé et on voulait le faire en plusieurs saisons. Normalement, on a écrit une saison 2 en fait et La vie moderne s'est arrêtée, donc la saison 2 a jamais été enregistrée. Donc le but c'était de fédérer, donc on s'était dit avec Céline Geoffroy, avec la conseillère littéraire, le but c'était pas d'écrire 10 épisodes tout de suite, c'était d'en écrire 5, de travailler avec un réalisateur ou avec une réalisatrice, de voir si ça collait artistiquement et de poursuivre ensuite sur une saison 2, une saison 3. Et donc l'idée, avec Christelle, on parle souvent de ce qu'on connaît, de là où on en est, et on avait envie de parler, comment expliquer, c'est la pommitude. De la pommitude, exactement. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a 30 ans, qui tout va bien, mais elle comprend pas pourquoi tout va mal. Voilà, ce qui peut arriver à beaucoup de gens. Et des gens très bien. Des gens très très bien, voilà. Elle se pose des questions, elle se demande surtout s'il y a des solutions. Et donc, elle est dans un boulot assez classique, elle fait un burn-out et elle quitte son boulot et elle décide d'aller un peu explorer plein de choses. À la fin de la saison 1, elle débarque en Inde. Donc la saison 2 se passait en Inde. Elle rencontrait un gourou dont elle tombait amoureuse. On était assez contentes et dommage, il n'y a pas de suite de La Paumée. Du coup, ce qui est un peu étrange d'ailleurs, parce qu'on m'a déjà dit ah, mais j'ai écouté la saison 1, mais alors, comme la fin, c'est une vraie fin ouverte, parce qu'il y avait une saison 2 et qu'on l'a jamais eu, il y avait des gens qui étaient un peu frustrés. Oui, on sait qu'elle part en ashram, mais c'est tout, quoi. Elle part en ashram, et voilà, c'est ça, exactement. Et elle rencontre. Elle s'est paumée. Ils étaient. Et la suite, vous ne l'aurez pas. C'était ça. Donc voilà d'où c'est né. Très chouette. De nous. On a cité les 2 minutes du peuple tout à l'heure et le donjon de Naalbuck. À part les épiphénomènes comme ces fictions-là, est-ce qu'il est possible de se démarquer aujourd'hui avec juste de l'audio? On a l'exemple récent de Calls, la série pour le coup qui exploite les conversations téléphoniques, mais il y a un petit peu de visuel aussi dans cette série. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour avoir tenté l'expérience un peu défrichée, je m'étais un petit peu... Ça fait un moment que je regarde le microcosme hors Radio France et hors des canaux habituels, Arte Radio, etc. Pour voir les possibilités, effectivement, d'entre guillemets, de se faire remarquer. Et c'est vrai que Calls a été pris dans le giron Canal et a eu une exposition, déjà un casting de ouf. Ça a été diffusé en TV. Enfin, il y a eu tout un travail entre guillemets d'événement, de construction d'un événement autour de la série qui a donné un gros retentissement, qui est une très bonne chose, hein. Après, le problème, c'est effectivement le côté parcellaire des gens qui écoutent ça. C'est-à-dire que les gens qui écoutent les fictions de Radio France n'ont pas forcément le réflexe, aussi parce qu'il y en a finalement peu qui peuvent correspondre à leur goût. D'une manière générale, je vais écouter d'autres podcasts ou de fiction qui se baladeraient dans la nature. Et pour l'instant, on va dire des acteurs qui pourraient financer des fictions ou qui auraient des forces de frappe, type des gros médias ou ce genre d'acteurs, n'ont pas encore vraiment sauté le pas. Calls, c'était pas inscrit dans une logique réellement de son, puisque c'est Canal, du coup ils sont dans une logique web et plutôt TV, donc avec pas forcément, en tout cas de ce qu'on voit là aujourd'hui, après la diffusion, de velléité de poursuivre dans l'audio. Donc ce qu'on attend un petit peu, c'est effectivement peut-être la mise en place d'un Netflix du son qui viendrait être le pendant commercial de ce que fait Radio France, non pas parce que Radio France a des manquements, mais simplement à titre perso, je trouve qu'il y a vraiment énormément de choses possibles à Radio France, donc ils couvrent déjà un terrain énorme, mais simplement aussi parce que je pense que de plus en plus, comme disait François, de plus en plus de gens écoutent du podcast, ça se développe, donc ça va être amené à amener de nouveaux acteurs qui ne sont pas encore sur un marché suffisamment solide pour effectivement investir, donc c'est pas évident de se faire remarquer. Après,
il y a des gens qui font du podcast qui sont souvent des journalistes, qui ont des médias de podcast plus tradis. Alors des fois c'est un peu narratif parce qu'ils sont journalistes aussi, ils sont identifiés, donc ils font du docu, ce genre de choses. Et, je pense à Pascal Clark, je pense à des gens de Louis Média qui sont et puis qui ont aussi un relais médiatique et plus fort puisqu'ils sont eux-mêmes de ce milieu-là, donc ils peuvent rayonner un peu plus facilement. Mais après partir de zéro, c'est pas évident quand même. On salue tous les créateurs de saga MP3 qui se lancent. François TJP en premier. Peut-être, parce qu'on l'a dit plusieurs fois. Oui, tu disais c'est le moment de se lancer dans l'audio. Oui, je pense qu'on le pense tous, mais enfin, je veux dire, c'est vraiment, c'est juste le bon moment parce qu'on a, c'est cette histoire de penser aussi globalement. C'est cette histoire de, faut écrire, mais il faut aussi que ce soit joué, que ce soit réalisé, et ensuite que ce soit diffusé et promu. Donc, se greffe là-dessus la question triviale, mais un peu pas accessoire de la rémunération. C'est des gens dont c'est le métier, donc c'est pas tout à fait la même chose si c'est ton passe-temps, si c'est ton boulot, si tu fais de la radio, que t'as plus le temps d'écrire pour la télé, tu fais des arbitrages parfois, des choses comme ça. Donc tout ça est un mix et en plus qui est très mouvant. Donc je suis assez d'accord avec Vincent sur pour l'instant le cloisonnement un peu entre les publics, mais je sais pas ce que vous en pensez l'un et l'autre, mais j'ai l'impression que ce cloisonnement il commence à y avoir plus de porosité aussi parce que tu as des plateformes, des trucs qui sortent où les mecs ils mixent les différentes sources, donc tu te retrouves dans ton smartphone avec un truc qui vient de Radio France, de France Culture, qui a été produit pour le broadcast et qui est podcasté, un truc qui est du natif, un truc qui vient de Binge, un truc qui vient de Louis Média, et les gens, je crois que c'est un pont aux ânes, mais effectivement ils se posent de moins en moins la question de l'émetteur, quoi. Si le contenu est bon, ils l'écoutent, je crois. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, quand tu prends même dans l'autre sens de production et de public natif, naturel, quand t'es estampillé France Culture, tu sais l'audience que tu vas avoir, mais quand t'es inter, tu sais que c'est déjà 10 fois plus de monde, à peu près, quoi. Quand tu fais du affaire sensible, c'est écouté par, je sais pas, c'est du 500 000 personnes ou d'entrée, quoi. Au moins, ouais. Je pense, minimum. Donc c'est pas la même force de frappe, donc c'est pas la même écriture, etc. Donc c'est effectivement assez cloisonné, mais je pense que ce cloisonnement, il est en train d'exploser. Et donc, comment se démarquer? Toujours pareil, mais soit tu prends le problème par le bout du diffuseur. Donc là, tu dis, je vais essayer de toquer à la porte des gens qui font. Et les gens qui font actuellement, il n'y en a pas 10 000. Hein, mais en gros, c'est Radio France, Arte, Binge, etc. Moi, j'ai pas en tête tout le monde, mais les gens qui ont l'habitude de produire ça. Donc là, c'est des gens qui savent un peu ce qu'ils attendent. Ils sont très libres, vraiment très libres. Hein, c'est étonnant. Hein. On peut écrire ce qu'on veut, mais ils ont quand même leur ligne éditoriale, ce qui est quand même autre chose. Donc, et puis après, on est plus ou moins accompagné. Mais puis si tu prends dans l'autre sens, après, partir de from scratch, moi j'ai pas fait, donc j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour les gens qui, je sais pas, comme Vincent là, qui fait sa série tout seul de l'écriture à la diffusion, c'est très beau, mais se démarquer, le high concept, ça peut vite trouver ses limites, quoi. Pardon, mais c'est con, mais il faut une bonne histoire bien racontée, et ça marche toujours. Ça change pas. Juste pour la défense des créateurs qui partent from scratch, aujourd'hui il est quand même assez facile de pouvoir exporter sa série, la diffuser. La promouvoir, c'est autre chose. C'est la promouvoir, oui. La sortir SoundCloud, iTunes permettent d'être en vitrine très facilement et pour le coup ça c'est chouette. Oui, absolument. Que serions-nous, Mathieu, sans Apple Podcast? Bon, on écrirait un peu plus. Vous avez des conseils pour ceux qui veulent écrire de l'audio et se lancer là-dedans? Je pense qu'il y a plusieurs solutions. C'est-à-dire, il y a soit la solution, donc quand tu parles de timide, Vincent, de l'autoproduction, c'est-à-dire que des fois on peut avoir une idée, on se dit mon envie c'est juste de l'écrire, c'est juste de le réaliser, j'ai envie qu'un projet aille au bout rapidement. Donc ça, j'ai envie de dire, écrivez, prenez un micro, rapprochez-vous de gens qui peuvent vous aider à enregistrer et faites-le. Ou alors, voilà, c'est chouette. Ou alors, la deuxième option, c'est d'avoir envie d'écrire et que ça se passe par des médias donc plus installés, donc Radio France ou Arte Radio. Et dans ce cas-là, de contacter en fait directement, puisque c'est vrai que souvent, on va partir sur un développement à partir d'une idée, à partir d'un pitch, où ils vont peut-être demander un dialogué d'un petit bout, ils vont demander un traitement d'une page. Enfin, nous, ce qui nous arrive pour parler concrètement, c'est qu'on envoie généralement 5 lignes. On va dire, voilà, donc quand c'est Christophe Barrère pour Affaires Sensibles, par exemple, on va lui dire, on a envie, donc on lui avait dit, on a envie de faire quelque chose sur la relation entre Bergman et Liv Ullmann. Qu'est-ce que t'en penses? Et donc on lui envoie 5 lignes de notre axe, notre angle en fait, de laquelle va être la situation, ce qu'on a choisi de traiter. Il nous dit d'accord, puis du coup il nous demande une page, puis on lui envoie une page. Et puis après, c'est validé, on part sur un dialogué. Donc, j'ai envie de dire, prenez contact avec et les gens écoutez surtout aussi. Écoutez ces émissions-là avant de contacter et d'écrire pour eux. Contactez-les, proposez des sujets. Ils ont toujours envie de sujets. Comme disait François, piquez-nous notre boulot. Mais oui, puisque de toute façon, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et pour tout. Donc, n'hésitez pas à écouter les émissions que vous aimez, à contacter les producteurs, à contacter les conseillers littéraires. J'espère qu'ils vous répondront. Voilà. Le message est passé. Ouais, après, je pense que aussi on est dans une dynamique où d'un certain temps de confiance aussi avec les producteurs, où ils nous demandent effectivement 5 lignes et ils disent en gros c'est parti. Quand on va débuter, je pense qu'ils vont demander à lire des choses
plus détaillé, je pense. Et ça, c'est dans le cas de figure, effectivement, où c'est pour des émissions existantes. Après, il y a aussi il y a 2 dispositifs dont il faut parler, je pense. C'est le premier, c'est le bureau de lecture. Enfin, soit aborder même des réalisateurs de Radio France quand des projets peuvent se faire. Cédric, je dis ça parce que je me permets de le dire, parce que j'étais avec Cédric aussi, un des réalisateurs de Radio France, qui disait oui, contactez les réalisateurs qui peuvent parfois effectivement suggérer des projets pour certaines émissions, etc. Et il y a un bureau de lecture, je crois. Ça, j'en suis membre. Et tu en es membre, du coup je te laisserai développer. Et il y a aussi régulièrement un concours SACD aussi, où Tout à fait. gens, il y a beaucoup de gens que je croise qui font des fictions, qui sont passés par qui ont gagné ce prix SACD Radio, qui du coup gagnent une exposition, en gros un ticket d'entrée à Radio France pour simplifier, quoi. Cette année, pour la première fois également, je sais pas si on peut parlons un peu pognon, hein, y a pas de, on peut en parler concrètement. tout à fait. Hein, on est là pour manger aussi. Donc faites pas de radio hein, si vous voulez gagner de l'argent. J'avais posé la question. Mais voilà, je connais pas Vincent, toi je sais pas, je connais pas des gens qui vivent de la fiction Non, radio. je vis pas. T'as pas Non mais acheté je pense, non mais toi J'ai c'est pas pas- toi que je pose la question. Ouais. Est-ce que tu connais des gens qui Non, vivent de j'en connais fiction? pas. connais Je pense que j'en fais un certain nombre, vu que j'en fais pour les 2 émissions de France Inter. Je pense, tu peux pas en vivre. Je pense qu'on peut pas en vivre et je pense que je sais pas si c'est très bien, mais même les émetteurs eux-mêmes, je pense que par exemple Radio France a pas envie que les gens dépendent Non. d'eux et c'est très bien qu'on aille se nourrir d'autres écritures ou que les gens soient aussi comédiens, metteurs en scène. Et on peut Mais- donner des chiffres même aussi. Oui, ça alors, peut allez-y, hein. Alors, intéresser. juste pour pas perdre le fil de ce que disait Vincent, On très reviendra sur les intéressant chiffres, sur les bourses qui étaient données à la SACD. Pour la première fois aussi cette année, Radio France a monté en partenariat avec la SACD, peut-être d'autres, j'ai oublié, pardon, un fonds spécifique de financement des podcasts natifs. Donc là, en l'occurrence, j'en faisais aussi partie, mais on a reçu, je sais plus, 300 projets de gens qui ont demandé est-ce que vous voulez écrire de la fiction radio, mais podcast. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de case à remplir. Donc ça veut dire format plus libre. On pouvait faire des épisodes de durée variable, etc. Et c'était quand même plutôt très bien doté, en tout cas par rapport au financement radio, puisqu'il y a eu quand même 50 000 euros à se partager à 7. Donc ça fait un ticket de 7 000 balles chacun pour commencer à écrire. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Pour écrire c'est pas mal. Et sinon si on parle sous, donc je sais pas si le fonds sera renouvelé cette année, mais il a vraiment apporté un sang frais aussi chez les auteurs, et puis une nouvelle approche aussi du rapport entre réalisateur et auteur, où l'idée c'est que dès le départ ils travaillent en binôme, ce qui est nouveau à Radio France. Donc voilà, ils cherchent aussi à innover à leur rythme et avec des moyens quand même. Et donc sinon, moi en termes d'argent, si on en parle, en tout cas pour Radio France, par exemple, les chiffres sont publics, hein, puisqu'on est payé, ça passe par la SACD justement, et on est payé à la minute. Donc j'ai pas les grilles en tête, toi Anne-Claire, tu disais des chiffres tout à Je l'heure. disais 56, mais j'étais en train de faire le calcul, mais je crois que c'est plutôt autour de 50. En fait, il y a 2 choses. 50 euros la minute. Ouais, en fait, déjà, il y a la prime inédite. Au moment où on signe pour l'écriture, on signe une somme en brut. Voilà, pour l'écriture de votre 26 minutes, vous allez toucher tant. Et donc, c'est la SACD qui nous fait un virement ensuite. Pour le 26 minutes sur Bergman, mais j'ai coécrit, donc moi, c'est comme si j'étais payée sur 13 minutes. Hein. Je crois que j'ai touché 500 euros net. Donc, ça veut dire 1 000 euros les 26 minutes pour la prime inédite, c'est-à-dire pour l'écriture. Ensuite, quand je suis diffusée, je touche 1 fois et demi ça. Donc en fait, il y a 2 parties. Donc il y a la première partie, c'est ce que tu touches quand tu signes ton contrat. Et donc, C'est tu le signes... minimum garanti pour ceux qui. Exactement. Voilà, Et c'est la SACD qui tu signes le contrat, c'est la SACD qui tu le touches en droit d'auteur via la SACD ensuite. Et ensuite, une fois que c'est diffusé, tu signales ta diffusion à la SACD, donc tu remplis une petite fiche comme tu remplis d'habitude. Et là, tu touches ça 3 ou 4 mois après, enfin quand il y a la répartition SACD. Et alors moi, je croyais que c'était la même chose, enfin qu'on a gros x2, mais en fait, j'ai trouvé que c'était un peu plus, donc je dirais que c'est 1 fois et demi. Oui, c'est pas c'est 2 ça. fois non Ouais. plus. Si je sais pas si je peux me permettre, mais de synthétiser en gros. Ouais, François, mais si je moi, te les prie. paiements se font pour les chiffres quoi. Les paiements se font en 2 fois, mais l'ordre de grandeur c'est quand tu proposes un texte à Radio France, l'ordre de grandeur ça va être 2 000 euros brut pour 1 heure de fiction, 2 000 euros de l'heure. Ce que tu touches en prime d'inédit. Et après, 6 mois après la diffusion, et c'est presque toujours diffusé, mais si c'est diffusé, ça l'est presque toujours, 6 mois après la diffusion, tu retouches à peu près la même chose et même un peu plus. Donc ça va être à peu près 2000 bruts de l'heure quand tu donnes ton texte, en plusieurs fois parce qu'ils te le payent quand tu as fini de livrer, etc. Mais c'est 2000 bruts le texte à l'heure, et c'est à peu près 2500 de plus, l'ordre de grandeur, je dirais, 6 mois après la diffusion. T'es repayé quand c'est rediffusé, ce qui est parfois le cas, mais c'est de la soupe. Mais par exemple, 57 rue de Varennes, il y a tellement de comédiens que ça coûte trop cher à rediffuser, par exemple. Donc t'as moins de droits chances d'être d'interprète. rediffusé. Ouais. Bah ouais, ça coûte très cher. Mais voilà, l'ordre de grandeur, c'est ça. C'est 1 heure de fiction, ça peut te rapporter de l'ordre de 5 000 euros bruts. Après, il y a un truc intéressant, je pense, par rapport à ça, c'est que
au niveau des droits, après, c'est à toi, en fait. C'est-à-dire que la production n'est pas à toi, mais le texte est à toi. Donc ça permet peut-être... Enfin, moi, j'envisage des fois certaines idées en me disant il y a des choses qui peuvent peut-être être réutilisées sous une forme différente, etc., etc. Qui peuvent se faire là pour s'adapter en théâtre. Ou... Tu veux dire que tu cèdes que tes droits audio, c'est ça, pas le reste? Oui, c'est ça. Et en fait, il y a une prime à l'inédit. Et en fait, toi, derrière, le texte, il est à toi. En fait, t'as pas d'option sur concrètement sur le... C'est-à-dire que la radio ne prend pas les droits, non. C'est ça que tu dis? Ils achètent le texte pour l'exploitation en fiction, ils sont propriétaires du produit fini. Ils sont propriétaires de la fiction et encore pour une durée typiquement De Guerre en Fils. Quand je l'ai fait en Allemagne, je me suis bien sûr rapproché d'Arte, mais Arte Radio m'a dit on n'a aucun droit, tu fais ce que tu veux, tu dînes en direct avec... Donc j'ai refait des droits d'auteur en direct avec l'Allemagne. Et Arte Radio, ça paye plus ou moins que France Culture? Je sais pas, c'est pas tout à fait pareil. Parce je sais pas si je suis habilité à le dire. Ah oui. Non, mais parce que les chiffres SACD pour le coup sont publics. Donc moi, vous voyez, j'ai pas de problème avec le pognon. Mais comme je sais pas si je peux le dire, c'est pas. C'est de même ordre. C'est du même ordre, quoi. Ouais. Et voilà, on est très bien traité. Eh ben, très bien. Ouais. Quelle fiction audio conseillerez-vous, chers amis, des coups de cœur? Donc moi tout à l'heure en fiction je parlais de la boîte vocale d'Alex Bouchard, donc vous pouvez la trouver là, elle est en ligne sur France Culture. Je crois que c'est des épisodes de 7 ou 8 minutes grand maximum. Autrement je pense à un autre podcast, mais je crois pas que ce soit de la fiction, mais du coup quand on en parlait tout à l'heure, de chez Louis Média qui s'appelle Entre, qui suit une jeune adolescente chaque semaine. Mais c'est pas de la fiction en fait, enfin, à moins que je me trompe, vous l'avez écouté? Ça je l'ai pas écouté. C'est du récit en fait. C'est pas grave. On est à une frontière des fois avec ces textes-là. Et ça c'est vraiment incroyable à écouter, c'est extrêmement sincère. On parlait tout à l'heure de proximité, d'intimité, de plaisir à écouter quelqu'un qui nous raconte un récit qui est proche, donc ça c'est extrêmement agréable à écouter. Pareil, parce qu'on a tellement de copains, on veut fâcher personne, mais non, mais tu vois, il y a plein de trucs. Sur Arte Radio, et j'écoute plein de trucs. Ils ont à peu près 200 fictions sur Arte Radio. Une à laquelle je pense là, c'est 100 façons de disparaître, par exemple. Où je connais personne, je connais pas l'auteur, je connais pas, etc. Moi, je trouvais ça tout à fait intéressant. Pareil sur Culture, sur le site, mais vous avez des centaines de fictions géniales. Ce qui est intéressant, c'est peut-être justement d'écouter la variété des choses. C'est pas pour botter en touche, mais toi, par exemple, un truc que tu as vachement aimé. Par exemple, un truc très original que je trouve, pour l'occurrence, à ma connaissance, seule Radio France sait faire, c'est les concerts fiction, par exemple. Par exemple, c'est intéressant parce que c'est nulle part ailleurs. Donc c'est l'orchestre de Radio France, 90 icos, 3 bruiteurs, 6 comédiens. Et par exemple, ils sont tous intéressants. Mais je sais pas, Dracula ou Au cœur des ténèbres, une adaptation d'Au cœur des ténèbres. C'est un orchestre symphonique avec des récitants, des bruiteurs et tout. C'est pensé pour les oreilles. C'est magnifique. Mais j'adore évidemment la plupart des fictions. Qu'on entend là. Mais c'est l'intérêt de la fiction, c'est que ça va de l'adaptation des Misérables, par exemple de François Christophe, qui est un réalisateur qui est décédé il y a quelques années, qui a fait une version magnifique de l'adaptation des Misérables pour France Culture. C'est très très différent, mais c'est aussi magnifique, ça s'écoute magnifiquement, quoi. Moi, je pense à une autre, juste dans Affaires sensibles, il y en a une qui nous a particulièrement marqué, c'est sur Amy Winehouse. Si vous tapez Affaires sensibles, Amy Winehouse, je trouve que c'est extrêmement bien réalisé. C'est assez moderne, en fait. En gros, quand tu écoutes des fictions sur une même émission, elles peuvent être très très différentes en termes d'écriture, en termes de traitement, en termes de réalisation. Et voilà. Et celle-là, je la trouve vraiment très dynamique, plutôt. Vincent? Et alors du coup, je vais taper ailleurs. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, j'ai beaucoup aimé l'humour anglais et le traitement en radio. Ils ont une très très forte expérience. Et comme je m'intéresse à la comédie, en fait, ils ont souvent des cases de programmes radio qui donnent à des comiques, à des gens qui vont travailler pour eux et pour développer un petit peu leur potentiel. Et du coup, il y a un gars qui s'appelle Chris Morris, qui est maintenant réalisateur. Il a fait il y a quelques années Four Lions, le truc avec les gars qui se font sauter sur le marathon de Londres. Et pour ceux qui connaissent IT Crowd, il joue le boss dans la première saison. D'accord. C'est un personnage complètement excentrique, avec un humour très noir et très absurde. Et il a fait une série de 2 saisons d'une fiction, enfin de série de sketchs et de fiction mise en scène avec des comédiens et tout ça, qui s'appelle Blue Jam. Alors c'est en anglais. Mais au début, la première saison qu'il a faite, c'est au début des années 90 et ça a beaucoup marqué les gens. Donc si vous avez moyen de retrouver ça sur internet, Blue Jam, comme confiture bleue, c'est très barré, c'est à écouter plutôt le soir. Parce que c'est un rythme assez lent et avec un humour très décalé, très bizarre. Mais c'est vraiment à découvrir, quoi. Très bien. Merci. Alors, il y aura un petit bonus à la fin du podcast, après le générique, si vous êtes patient. Les 3 épisodes de notre première collaboration avec Adrien, une série audio qui s'appelle In the Garage,
Ça vieillit, c'est pas toujours très fin, c'est pas très bien écrit tout le temps, mais même pas souvent peut-être, on verra. Mais c'était marrant, voilà, c'était pas facile à réaliser, on l'a réalisé aussi nous-mêmes et c'était une expérience chouette. Et bon, s'il y a des producteurs qui écoutent, arrêtez-vous au générique, hein, allez pas plus loin, voilà, vous êtes prévenus. Et c'est l'heure d'écouter la chronique de l'inestimable Jean-Marie Roth qui dissèque chaque mois dans notre podcast une notion de dramaturgie, et on écoute ça. Eh ben, salut Jean-Marie. Bonjour. Salut. Comment allez-vous? Ça va super et toi? Chaudement, hein, au mois de juillet, on transpire. Ça commence. Adrien, ça Bientôt les commence. vacances. Moi je suis pour, je vais dans le jeu de Jean-Marie. C'est vrai. Eh oui. Jean-Marie, écoute, on a eu beaucoup de retours très positifs sur ta dernière chronique qui a Quand tu dis beaucoup plu. beaucoup, au moins 2. Au moins deux. Au moins deux, c'est-à-dire toi et moi. On va garder le beaucoup, ça m'a coupé. Voilà. Non, on a eu des super retours sur la chronique sur le football qui a beaucoup plu. Donc, si t'as d'autres idées comme ça de chroniques Ouais, un peu faux-folles. Ça fait très plaisir parce que j'avais un peu peur de le faire. Je me suis dit, c'est pas le public pour. Et puis, je me suis dit, allons-y, on va essayer. Et puis, voilà. Donc, je suis très, très content de ces retours. Il y a sûrement plein de gens qui aiment le foot parmi les auditeurs en fait. Ou même qui aiment pas, mais qui ont trouvé ça original. Ouais, c'est Ouais. vrai. Ouais. Moi, par exemple. Bah voilà, bah, c'est merci. l'exemple, c'est vrai. Voilà, ça marche quoi. Et sinon, Jean-Marie, qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Eh ben écoute, là pour l'instant, je compte mes livres qui se vendent. Donc, le nouveau sur le scénario, c'est donc mon fameux livre qui m'a fait un petit peu connaître. Hein, qui ressort chez l'écriture Dixit. scénario, qui ressort chez Dixit. C'est la 11e version. Alors la 11e version, c'est une vraie refonte. Toutes les adresses sont transformées, vérifiées, revues, etc. Puis aussi des nouveautés, parce que comme je dis à chaque fois, parce que souvent ça étonne les gens, mais la dramaturgie évolue vraiment. Vraiment, ce que j'ai enseigné il y a 5 ans n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. Il y a des fondements qui sont les mêmes, il y a des choses qui évoluent. Propos qui a étonné Yves Lavandier. Oui, tout à Sur- fait. sur Mais Facebook. oui. Tout à fait, j'ai vu ça. Mais quoique lui l'a dit dans notre épisode que la dramaturgie avait évolué. Bien sûr. Oui, bien mais il est sûr. taquin. Il est taquin. Il est taquin, notre Yves. Et oui, c'est une belle édition qu'on a sous les Oui. yeux et c'est un beau livre. Alors moi, ce que je voudrais, c'est le faire gagner à nos auditeurs et aux auditrices. Eh ben, c'est une bonne idée ça. Donc, complètement. Mathieu. Ce que je propose, je me dites si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, vous débrouillerez après avec les auditeurs. Ce que je propose, c'est en faire gagner un par mois, là en juillet, un en août et puis un en septembre. Voilà, C'est parfait. super. Voilà, parce qu'il faut savoir que pour l'instant, on peut le trouver chez Dixit, sur Internet, etc. Mais la vraie sortie officielle dans les FNAC, les librairies, ce sera le 4 septembre. Quel prix coûte le livre, Jean-Marie? J'en ai aucune idée. Tu sais pas? Non, Encore sincèrement. D'accord, ouais. Non, c'est En pour savoir. fait, je l'ai pas acheté, je l'ai volé. Il n'y a pas de Je l'ai prix écrit, derrière. je l'ai volé. si, il y a pris derrière. Bah, on n'a qu'à regarder. Bah, c'est marqué dessus, il coûte 25 €. Bah, Bah voilà. Pour autant de pages, c'est une affaire. Hein. non, surtout, je tiens à le dire que, sans faire de pub ou quoi, c'est vraiment d'un point de vue objectif, c'est que la couverture est très belle, que le livre est de bonne facture. Ouais. Dixit a fait un super effort sur le bouquin. Ah, ça, je reconnais Garanti, que ce soit un vrai. sans publicité. Tout à fait, Voilà, faut absolument. le dire. À part pour des choses utiles que tu recommandes. Mais c'est pas vraiment de la publicité. Ah non, c'est pas le publicité, c'est des recommandations. recommandations. Mais il n'y a pas d'encart publicitaire pour d'autres choses. Ça reste un vrai livre. Alors, ce qu'il y a aussi, ce qui est très très bien, c'est si on a une armoire qui est vraiment bancale, eh ben, on peut placer le livre en dessous. On peut arracher des Et du pages coup, on si peut arracher on a des besoin pages, de moins exactement. Ah ouais, d'épaisseur. Ouais. Ouais, moi je fais ça marche super bien. On peut J'ai faire fait ça chez avec moi. l'ancienne édition, comme ça on rachète celle-là. C'est encore mieux. C'est mieux, Merci. ça. Merci C'est ce que je beaucoup. vais faire. Tu vois. Moi j'ai mon ancienne dédicacée d'il y a... J'ai pas le sens du commerce, ça doit être ça. Tu sais, elle est dédicacée d'il y a 11 ans. déjà. Oui. Et du coup, c'est un celui-ci va la collector. remplacer, Mais va t'as la une- remplacer avec joie. T'as une cheminée plutôt, Mathieu, non? Remarque. Moi j'ai 2 cheminées, donc j'ai le choix. Tu vois, je pourrais mettre un dans l'une et l'autre dans l'autre. Inutile de préciser que ces exemplaires à faire gagner seront dédicacés. Tout à fait. Mais je sais pas par qui. Alors, aussi, autre chose Ton encore concierge. dans ma... Oui. Il faut que j'apprenne à écrire. Ce que je vais faire chier avec tout le monde aujourd'hui. Non, ce que je vais dire aussi, c'est que je prévois donc à rentrer la reprise de mon fameux stage que Monde entier nous envie. C'est celui que je donne donc à l'entrepôt dans le 14e, samedi ou dimanche, 2 fois par mois sur 1 an. C'est quand même là que j'ai eu le plus enfin, je trouve que c'est là qu'il y a le plus d'auteurs qui sortent. Simplement, c'est pas que l'enseignement est meilleur qu'ailleurs, c'est qu'il y a une vraie durée. Et donc, les gens ont le temps de réfléchir à leur projet, etc. Première partie théorie, deuxième partie pratique, comme d'habitude. Sur un stage de combien de temps, Jean-Marie? Ben, c'est sur l'année, en fait. Sur l'année, voilà, Ouais, c'est c'est ça. Ici, donc, c'est 2 samedis ou 2 dimanches par mois, selon le jour pour lequel les gens s'inscrivent. Et les auditeurs terminent un projet, en fait. Commence et Oui, termine tout un à fait, projet. Tout à fait, durant tout l'année. à fait. La structure du projet. La structure. D'ailleurs, parce que vous jouez à ce petit jeu de voyage dans le temps, comment ça s'est passé ta masterclass de fin juin là? On a refusé du monde. Non, c'était vraiment... C'était la grandeur de la salle qui était assez élastique. Et donc, mais puis, j'ai promis de ne pas en parler. Les gens faisaient des manifs devant parce qu'ils râlaient, parce qu'ils Et- pouvaient pas entrer, tout ça. Ouais, exactement. j'ai entendu, ça a fait le tour des infos. Ouais. Ben oui. Tout à fait. Passons à la chronique, Jean-Marie. Oui. De quoi parle-t-on ce mois-ci, du coup? Je parlais de la cohérence du récit. Eh ben, D'accord. super. Parce que c'est un problème que je rencontre souvent, c'est je lis des scénarios, enfin je vois des films où il y a des vrais problèmes de cohérence.
Et donc, c'est ça dont je vais vous parler. Je voudrais donc porter votre attention sur cette cohérence-là. De plus en plus souvent, donc, j'ai des scénarios dont l'intrigue ne tient pas la route. Pas pour des questions de dramaturgie, mais de simple bon sens. C'est le cas, par exemple, lorsque les personnages font des choses qui appartiennent à aucune logique, pas même la leur. Ce sont là de réelles erreurs de scénario. Vous le trouvez jusque dans des films à succès, même encensés par la critique. Le problème vient d'un certain aveuglement que nous avons tous et qui nous pousse parfois à nous reposer sur le jugement des autres et par conséquent à baisser notre garde intellectuelle. Mais moi aussi, ça m'arrive. Et pour illustrer mon propos, je vais vous parler de Get Out. C'est à ce moment-là où les gens qui n'ont pas vu le film doivent arrêter d'écouter. Est-il utile de voir le film ? Bon, en tout cas, si vous voulez pas être spoilé par ce que va dire Oui, je pense Jean-Marie, qu'on va révéler des choses. Voilà. On va révéler, mais je pense que comme justement, Essentiel. je montrais que ça tient pas la route, il peut être intéressant même de regarder le film après avoir écouté la critique, éventuellement. si vous êtes prévenu. En tout cas, vous êtes Alors, en tout cas, prévenus. prévenus. On va spoiler Vous êtes en prévenus, on va masse. spoiler. Donc, pour illustrer mon propos, je vais vous parler de Get Out, film qui a obtenu cette année l'Oscar du meilleur scénario, alors même que son scénario n'a strictement aucun sens. Alors, je vous raconte. Ça balance. Je vous fais l'histoire. Alors, juste préciser que personnellement, je ne serai jamais critique cinéma parce que si j'étais critique, moi, je déteste critiquer les films. J'aime juste parler des films que j'aime. Mais là, vraiment, ça allait vraiment dans mon propos. Donc, j'étais obligé un petit peu de le faire. Pardon pour les créateurs de Get Out. Donc, l'histoire. Nous avons Chris, qui est un noir américain, et sa petite amie Rose, blanche américaine. Ils se préparent pour se rendre chez les parents de la donzelle. Il y a plusieurs mois qu'ils vivent ensemble. Il est donc temps que les présentations soient faites. Devant les inquiétudes du jeune homme, sa chérie est rassurante, ses parents ne sont pas racistes. Au contraire, car même si elle n'a jamais eu de copains blacks, ses parents, eux, ont des amis comme lui. Ouf, on a eu peur. Le papa est neurochirurgien, la maman psychiatre, et Chris est très bien accueilli dans leur immense villa. Pourtant, le jeune homme est troublé par le comportement étrange du jardinier et de la gouvernante, tous deux également noirs. Tard le soir, Chris se confie à sa future belle-mère qui en profite pour l'hypnotiser et le paralyser. Le lendemain à son réveil, il ne sait plus ce qui est rêve ou réalité, mais comme il a perdu l'envie de fumer, il sait qu'il a été hypnotisé. Ouais. Une grande réception a lieu dans la villa, plusieurs couples âgés sont fascinés par Chris. Un peu plus tard, en revenant de promenade, il s'aperçoit du fait que son beau-père est en train de le vendre aux enchères. C'est trop bizarre. Chris dit alors à Rose qu'ils doivent partir immédiatement, mais elle l'empêche de quitter la maison. Elle est de mèche avec ses parents. Chris tente alors de fuir, mais sa belle-mère l'hypnotise et le paralyse à nouveau. Notre ami se réveille ensuite attaché à un fauteuil devant une télévision. Une vidéo lui explique comment la famille a réussi à créer une forme d'immortalité. Le père transplante ses cerveaux de ses proches devenus trop âgés à l'intérieur de crânes de jeunes hommes noirs sectionnés par sa fille puis hypnotisés par sa femme. Ce n'est pas parfaitement clair, cette histoire-là, mais à la limite, c'est pas le plus grave. Pour résumer, le but des personnages est de faire des greffes de cerveau de blanc dans des corps de noirs pour devenir immortels. Ok. Pour ce faire, il faut qu'ils aient un corps à disposition. Ok. Le modus operandi est alors le suivant. La fille séduit la victime, vit avec elle, couche avec elle, joue l'amoureuse pendant plusieurs mois. Puis elle emmène le jeune homme chez ses parents. La mère l'hypnotise alors pour qu'au final il se retrouve attaché à un fauteuil avant de se faire opérer pour donner son corps au cerveau d'un blanc. Là je dis mais pourquoi tout ça ? Pourquoi les personnages se compliquent-ils autant la vie si ce n'est pour les besoins du film ? On peut imaginer beaucoup plus simple tout de même. La fille drague un jeune homme noir. Elle l'emmène chez elle pour prendre un dernier verre. Un somnifère dans le whisky, il dort comme un ange, la décomplixe arrive, embarque le type qui se retrouve 1 heure après opéré du cerveau et le tour est joué. Une once de bon sens fait s'écrouler le film. Le souci premier du scénariste doit être que les actions des personnages soient logiques face à leurs objectifs et leur situation. Sincèrement, j'ai vu trop de scénarios se casser la figure parce que l'auteur, pris par l'ivresse de sa structure narrative, oubliait de se demander si personnages, nécessité et action fonctionnaient en synergie. Toute action, parole, décision ou émotion d'un personnage doit être en adéquation parfaite avec sa nécessité première et la situation qu'il traverse. La règle d'or est toujours se demander jusqu'où aller trop loin. En y répondant clairement en amont et en y menant inéluctablement le récit, on peut atteindre le grand art. On reste avec une question sur les bras, comment un tel film peut-il obtenir l'Oscar du meilleur scénario ? Tout simplement parce que ce ne sont pas des scénaristes qui le décernent. Si j'avais fait partie du jury, à ce film-là, j'aurais dit « Get Out ». Joli. Ok. Mathieu, toi, t'étais plutôt... t'avais un argument, tu t'inscrivais plutôt en faux avec ce que dit Jean-Marie. Oui, parce que le mode opératoire de chacun des enfants est illustré dans le film. Le fils kidnappe ses victimes, on le voit en scène d'ouverture du film, et la fille, son truc à elle, c'est de séduire quelqu'un et d'attendre cette date annuelle où ils vont sélectionner la personne à hypnotiser et à disséquer. À ouvrir. À partir du moment où, pour moi, il l'explique et qu'ils sont clairs, c'est-à-dire on nous ment pas, on a vu en ouverture le fils on sait pas que c'est lui, mais On sait pas que c'est lui, ouais. qui kidnappe quelqu'un, et ensuite elle qui fait son truc, et on découvre évidemment que c'est pas la première fois qu'elle le fait. Pour moi, ça marche à partir de là, mais je pense que je dois être
le film a plutôt bien marché au niveau public. Donc, Tout à fait. ça n'empêche pas non plus que les gens achètent ça et apprécient le film en fait. Complètement. Il faut faire attention, parce que là, je m'adresse à des gens qui veulent écrire. Et je veux vraiment qu'on fasse attention à ce genre de choses. On peut répondre quand même à ton argument. Effectivement, la séquence d'ouverture nous montre un jeune homme, c'est pas trop qui c'est, kidnappe quelqu'un. Bon, mais ça n'enlève rien à la validité de ce que je dis ensuite. C'est-à-dire, c'est une façon simple de faire, qu'il la garde. Parce qu'après, leur explication, vite dit, vraiment entre deux portes, on l'entend à peine, c'est que bon, finalement, elle voulait faire une méthode moins cruelle. C'est bien ça, j'ai bien compris. Je crois qu'elle dit que c'est ça elle prend son pied comme ça en fait. Oui. Mais je trouve que c'est beaucoup plus cruel encore que de Peut-être, oui. casser quelqu'un. Parce qu'en plus, le personnage tombe amoureux d'elle, donc évidemment, drame sentimental, etc. Ah oui, c'est moche. Oui, c'est très moche, moche. globalement. Ouais. Mais surtout, que c'est pas juste parce qu'on dit qu'il y a une autre façon de faire et que d'autres personnages le font, que ça valide ce que fait la jeune fille. Ça n'a vraiment aucun sens. Oui, résumé comme tu l'as fait, c'est assez bizarre, c'est grotesque. C'est un peu ça le problème. Oui. C'est un peu ça le problème. Et je pense qu'il faut tout reverrouiller quand même. Je pense qu'il y a moyen de réécrire ça. Il y a moyen de réécrire ça en essayant d'expliquer pourquoi, par exemple, ils étaient obligés d'hypnotiser pour arriver à leur fin. Pourquoi on est obligé de ceci, de cela. Même mettre des prétextes, mettre des choses qui, dans le fond, ne marchent pas. Mais juste dire qu'on y a pensé. Et donc nous amener quelques prétextes. Après, on y croit si on a envie d'y croire. Mais là, ça manque tellement d'explications de ce modus operandi que juste dire que ça a fait triper, je m'excuse, c'est pas suffisant pour faire un film. Eh ben, on attend vos avis. Écrivez-nous si vous avez Bien sûr. des théories sur la façon dont ça aurait pu être écrit en évitant tous ces écueils. On est curieux et on transmettra. Écrivez-nous sur podcast@adrienemathieu.fr. Tout à fait. Voilà. Eh bien, super chronique, Jean-Marie. Tu as des questions des auditeurs. Nous avons plein. des questions des auditeurs. Oui. Première question. Dans le livre En un clin d'œil dédié au montage, Walter Murch avance qu'il faut favoriser l'émotion au raccord. Autrement dit, il vaudrait mieux 2 plans qui véhiculent l'émotion que l'on souhaite, même si le raccord est plus réussi avec d'autres rushs. Est-ce qu'en matière de scénario, la cohérence compte également moins que l'émotion ? Tout est affaire de dosage, en fait. Je suis sûr que c'est un monteur qui a posé cette question. Certainement. Je dis ça comme ça. Voilà. Il Certainement. se reconnaîtra. Ou elle. Ah oui, elle, tout à fait. Tout est affaire de dosage. Je suis le premier à demander à mes stagiaires de favoriser l'émotion. Mais trop d'incohérences font décrocher du récit et tuent dans l'œuf toute tentative émotionnelle. C'est là qu'il faut jongler entre les deux. Je dirais que l'émotion doit l'emporter sur le réalisme, mais pas sur le vraisemblable. C'est ça, en fait. Très bien dit. Nouvelle question, dans la mesure où la fiction triche et n'est qu'une illusion de réalité, n'est-ce pas risqué de chercher un maximum de cohérence à tout prix ? Alors d'abord, la fiction ne triche pas, elle propose une autre réalité. Pour moi, c'est pas tout à fait pareil. Et si je reprends la formulation de cette question, oui, il est risqué de chercher la cohérence à tout prix. Tout auteur cherche des stratagèmes pour s'arranger avec les incohérences de son récit. L'art du scénariste est alors de faire en sorte que ça ne se voit pas. Et c'est ce que j'enseigne dans mes cours. Plus un film est cohérent, mieux c'est. De toute façon, ça a toujours intérêt à être cohérent. Oui, mais quand même, malgré tout, parfois, parce que j'ai vraiment ce problème de temps en temps avec des stagiaires qui écrivent le scénario, ils ont tellement des soucis de cohérence, de réalisme, machin, que ça devient chiant et didactique. Et donc, c'est pas bon non plus, il faut pas tuer l'émotion. Il y a plein de petites entorses qu'on peut faire, c'est pas grave à la réalité. Vraiment, si ça favorise l'émotion, tant mieux. Il faut juste qu'on y croit. Il faut qu'on ait encore envie d'y croire. Ce qui est dur, c'est de savoir comment jauger ça, comment jongler avec le réalisme et Alors, l'émotion. il y a une chose que je tiens vraiment à dire aux auteurs. Il ne faut jamais avoir en tête les spécialistes quand on écrit un scénario. Eux, de toute façon, ils trouveront à redire. Ils trouveront que le modus operandi, c'est pas exactement comme ça, la façon de faire, c'est pas exactement ça. Non, c'est pas ce terme-là qu'on porte dans le métier. Il y aura toujours quelqu'un pour dire que Get Out, c'est mal écrit. Non, personne n'osera dire ça. Sinon, il faut trouver la cohérence de l'émotion. Vous voyez, mais juste par exemple, c'est très bien. Get Out, par exemple, la transportation de cerveau, c'est bien que ça ne se fait pas, ça n'existe pas. Ouais. Mais moi, j'admets tout à fait. On me présente comme étant un postulat, je l'admets. Ça me gêne pas. Pour moi, c'est cohérent. Oui. Ça reste cohérent. C'est Enfin, tout je veux à dire, fait. Voilà, c'est ça ça. fait partie de la cohérence. C'est quoi. même de l'anticipation, parce que c'est quelque chose qui commence à se tester. Tout à fait. Donc C'est pas impossible, dans en 10, fait. 15, 20 ans, ça pourrait exister sous une autre forme peut-être. Oui. Nouvelle question, tous les genres demandent-ils la même exigence de cohérence dans le récit ? Une comédie peut-elle se permettre plus de souplesse qu'un drame dans la cohérence du récit ? Alors, bien sûr, la comédie est plus souple à cet endroit, car la promesse le permet. Je parlais de cette chronique de Get Out, mais j'aurais pu prendre The Game, qui ne tient pas longtemps à l'analyse. Mais pour ce film, on s'en fout, car The Game est un cartoon, là où Get Out se prend plus au sérieux, car véhiculant un message. C'est ce qui fait toute la différence. Chaque genre ne créant pas les mêmes effets, il ne génère pas les mêmes attentes, et par conséquent, pas les mêmes attentes en matière de cohérence. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, effectivement, le genre dépend vraiment. De quel film tu cites ? The Game, par rapport à Get Out, de Fincher, ouais. Ok. Ouais, c'est absolument abracadabrant ce film. On s'en Cartoon, fout. D'accord, cartoon, parce que Pour c'est moi, tellement fou. Oui, Ok, ouais, ouais. pour moi, c'est vraiment du cartoon. Mais il n'y a pas de message derrière. Ça se veut pas sérieux, ça ne veut pas dénoncer quelque chose. Y a pas... C'est de la manipulation. Ce qu'on a dans complètement, Ouais. complètement. Et on aime bien être manipulé.
Bah oui, c'est ça qui marche en fait. Puis c'est bien fait. Surtout, faut pas réfléchir quoi, à ce genre de film. Par contre, Get Out se présentait comme un film qui fait réfléchir. C'est là que ça va plus pour moi. Ok. Si Get Out était une farce, j'aurais rien dit. Pour qu'il soit cohérent, un récit doit-il pouvoir être résumé en une seule phrase? Pas forcément pour qu'il soit cohérent, mais pour éviter qu'il soit confus, ce qui est encore un autre sujet. Autre sujet, comme les 2 € que peuvent donner nos chères auditrices et auditeurs à l'excellent « Il n'y a plus de papier » d'Adrien et Mathieu. C'est-à-dire comment ça va? Eh bien ça, vous voyez, c'est cohérent et ça tient en une phrase. Donc donnez 2 €. Eh ben merci Jean-Marie. Ben, merci à vous. Bah ouais. Bel été à toutes, à tous. Oui, mais l'été n'est pas fini, parce qu'on te retrouve le mois prochain, toujours en été. Tout à fait. Et avant ça, on remercie nos tipeurs sur Slack qui nous ont proposé des questions auxquelles tu as répondu aujourd'hui, et qui sont Baptiste, Élise, Fabrice et Thibaut. Merci à vous. Ouais. Merci. Et à bientôt. Et à bientôt Jean-Marie pour la prochaine chronique qui aura pour sujet. Car pour sujet, où démarrer son intrigue? Wow, vaste question. Où terminer cette chronique? Maintenant. Salut. Salut. Avant de se quitter, chers amis, est-ce qu'il y a un truc cool que vous avez découvert récemment et que vous avez envie de nous partager, que ce soit une fiction audio, mais non, mais pas du tout, pas que, même ce que vous voulez. Surtout pas une fiction audio. J'y vais. Toujours de la radio quand même, faut pas déconner. Pareil, des docus, il y a tellement de docus à écouter. Wilfried de Media Odig, qui est un mec qui fait du docu, qui a eu à peu près tous les prix possibles dans tous les sens, tout ce qu'il fait est génial. Voilà, c'est en l'occurrence c'est Arte Radio, par D'accord. exemple, Wilfried. Sinon je lis Jean Rollin en ce moment, journaliste chronique des années 80 aux années 2000. Super, l'homme qui a vu l'ours. Super, c'est clair, c'est précis. Anne-Claire? L'escalade. Franchement, faites de l'escalade, c'est incroyable, ça aide vraiment beaucoup à écrire. Ça permet de prendre l'air, c'est vraiment le truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je sais que c'est un peu à la mode et que tout le monde va faire du bloc à Nation, donc évitez d'aller à Nation. Mais autrement, c'est la première fois qu'on recommande de l'escalade dans ce podcast. faites de l'escalade. Et sinon, puisqu'on en est dans le je lis, moi je lis un livre de Violette Leduc qui s'appelle Thérèse et Isabelle, et c'est une écriture étonnante et c'est vraiment assez... c'est magnifique, quoi. Donc voilà, s'il y en a qui veulent lire également. C'est noté. Vincent? Alors moi en lecture là je suis en plein dans la mort. Ou pas, Oui non tranquille, parce que voilà je suis en plein dans les recherches sur la mort de Jim Morrison et en même temps Robespierre et Camille Desmoulins donc voilà mais c'est très intéressant. Par contre du coup un petit peu décalé aussi j'ai remis le nez dans des mangas en fait pour adultes et qui je trouve véhiculent un univers qui peut être extrêmement fascinant en plus pour des gens de l'Ouest. Je recommande là il y en a un où j'ai retenu le titre Ushijima qui est en fait l'histoire d'un usurier dans les bas-fonds de Tokyo qui prête de l'argent à tout un tas de gens qui sont comment dire pas solvables, etc. C'est un personnage très fort qui raconte beaucoup de choses sur la société japonaise et c'est en format manga voilà à suivre sur genre 20 épisodes mais bon on n'est pas obligé de tout lire, ça donne je me suis arrêté au bout de 6 ou 7 parce qu'ils ont tendance un peu à délayer dans ces trucs à suivre mais c'est extrêmement intéressant pour découvrir plein de choses et même narrativement parlant. Anne-Claire, autre chose que de l'escalade? Oui, j'ai quelque chose à Un conseiller. manga sur l'escalade peut-être. Mais peut-être que c'est intéressant. Non, en fait, il y a vraiment une série qu'il faut absolument voir, mais dont on a déjà parlé depuis quelques temps, je pense, qui s'appelle Fleabag. Voilà, c'est un 6 x 26 minutes, donc ça se regarde très facilement. Vous pouvez faire ça juste en le voyant dans une journée, en une semaine, quand vous voulez. C'est vraiment super, voilà. C'est juste ma dernière petite touche, et puis c'est un peu différent, c'est pas de l'escalade. D'accord, c'est noté. Mathieu, qu'est-ce que tu nous partages toi ce mois-ci? Quelque chose qui se lit aussi, et avec des dessins. Je suis un peu un mix de ce que vous avez proposé. C'est juste le tome 11 des notes de Boulet. Pour ceux qui connaissent, toujours aussi exceptionnel, de l'humour et des réflexions philosophiques et spatio-temporelles assez dingues, toujours aussi génial à lire. Voilà. Boulet. Boulet, si tu nous écoutes, quand tu veux, tu viens discuter BD avec nous. Et moi, je vais recommander Han Solo, le dernier Star Wars. Je recommande parce que je trouvais ça très sobre et voilà, j'ose. Ah ouais, Vous regardez avec des yeux. T'es un premier, hein. T'es un punk. Ah, je suis un vrai. T'es à contre-courant, on est je dans suis une complètement émission contre-courant. alternative là. Complètement. Et là, Waouh. je vais dans le mainstream. Je vais souvent dans le mainstream dans les recommandations d'ailleurs. On remercie Jean-Marie pour sa chronique, on remercie la Maison des auteurs de la SACD pour leur accueil, merci à Sarah qui nous a aidé à préparer ce podcast, merci à Marie Servan-Bargy qui nous a permis de rencontrer Vincent, merci à nos tipeurs et particulièrement à ceux présents sur Slack, dont Vincent, encore une fois, et chère Hélène qui est là-bas, et enfin, merci à nos invités, Anne-Claire Jolin, scénariste et réalisatrice, merci Anne-Claire, c'était très chouette, merci d'être venue de Nantes jusqu'ici pour nous. Ouais, Voilà. Je rentrais de Nantes, je vis pas Ouais, à mais Nantes. c'était pas facile de t'avoir, hein. Dis donc, c'était sport. Merci Vincent Hazard, auteur-réalisateur.
Ah, merci, c'était très sympa. Au plaisir d'avoir la suite de ta série. Et merci François Perrage, pareil, hein, tu étais très occupé, donc merci d'être venu, d'avoir pris ton temps. Mais non, pas plus que les autres, mais je viens de Place d'Italie quand même. Donc, ouais, c'est vrai que c'est pas... Je dois le signaler. C'était le veto. Mais c'était un plaisir. Ouais. Donc je te rappelle, tu es auteur et comédien. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, chers amis? Est-ce que vous avez des sites, des Twitter, des Facebook? Vincent? Alors moi j'ai un site vincentazar.com, mais bon il est pas forcément hyper à jour. Après je suis sur Twitter, Vincent Hazard, je pense qu'on me trouve, et Facebook. Ah bah voilà, super. Facebook, moi, et un peu Twitter, mais je suis pas très actif sur Twitter, sur les oblets, mais Facebook, ouais, bien sûr. Ok. Et toi, Anne-Claire, toi t'es partout? Non, j'ai juste Facebook et des fois je l'ai pas. Des fois je pars comme ça 6 mois, mais là je suis sur Facebook, donc on peut me contacter sur Facebook. D'accord. Des fois je me fais des cures. Et nous, quant à nous, suivez-nous bien sûr sur Facebook, Twitter et Instagram. Rejoignez-nous sur Slack. Mathieu, c'est quoi Slack déjà? J'ai un peu oublié. Tu peux nous dire? Je crois qu'on le dit assez, on saoule les gens avec ça. C'est un logiciel qui nous permet de discuter avec d'autres personnes. C'est un genre de forum en live où on discute tous d'écriture et d'autres choses. Et on discute donc avec les auditeurs qui nous laissent un tip sur Tipeee à partir de 2 €. Et ça marche aussi si vous voulez simplement nous soutenir financièrement pour à peine le prix d'un paquet de chewing-gum ou, en fonction de vos moyens, d'un paquet de cigarettes. Et du coup, ça peut peut-être vous aider à arrêter de fumer. Pensez-y. Vous pouvez également nous soutenir via Utip, c'est sans inscription, sans contrepartie, mais plus rapide pour ceux qui préfèrent. Et pour tout ça, il y a les liens dans la description du podcast. Et sinon, si vous avez apprécié notre podcast, merci de nous laisser une petite note et un commentaire sur Apple Podcast ou toute appli dédiée au podcast où vous nous écoutez. Ça nous aide à être un peu plus visible et donc peut-être à faire découvrir le podcast à d'autres personnes. Voilà, merci de partager cette émission et d'en parler autour de vous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, écrivez bien. Salut à tous. Salut. Salut. J'ai pas eu le temps de dire merci, du coup j'ai rebondi sur Nantes, mais merci. Tu vas voir mec, on a custom le garage, c'est le jour et la pluie. Si t'arrives à rentrer un kebab dedans, je te paye une voiture. Non, c'est l'inverse. Qui ça, on? Bah, mon daron et moi, en mode famille, comme les Jackson, tu vois. C'était dans un Dakota Bay. Putain, il me file trop la pêche, ce Michael. Mais Doudou, c'est pas... Watching the time. Ok, laisse tomber. Tada! Alors, ça claque ou pas ma gueule? Le garage de rêve pour répéter. Doudou? Quoi barre? Canapé console pour chercher l'inspiration, Doudou. collection de vinyle de mon vieux, ampli pour les instruments, oh, une jolie fille habillée trop kawaii, la batterie de polo... Doudou! Quoi? Il y a une meuf au milieu de ton garage. C'est chelou ça. Elle était pas là quand on a posé le tapis. Mais attends, elle est carrément praticable. Ça doit être une copine à ma sœur. Prums! Salut! Moi c'est Edouard. Mais pour toi ce sera Doudou, parce que moi je suis plutôt Doudou. T'as saisi? Écoute pas ces conneries, c'est encore un enfant. Comme tu peux le voir, moi c'est Hugo. Hein? Je vois rien. T'as trop le seum! Bon, maintenant t'es gentil, tu laisses les adultes discuter, tu veux bien? C'est quoi ton petit patronyme? Les gens m'appellent Naoko. Fin de ma bio. Mais c'est chelou, t'as pas une tête de chinois? Naoko, c'est ravissant. Vous faites de la musique ici? Ouais, c'est chez WAM. Je suis chanteur et guitariste et c'est ici qu'on répète avec Oui, mon groupe. tout à fait. Nous sommes un orchestre de type électrifié. Jouons une musique rock, certes marginale et tributaire. Ouais, c'est frais, ok. T'attends Amandine, c'est ça? T'aimes la zik? Tu sais, je peux te jouer une petite balade en attendant. Je prends cette guitare-là et... Je comprends pas d'habitude, c'est magique. Les enfants sont formidables. Je suis sûr que t'es une fille sensible et profonde comme le son de ma basse lorsque je lui caresse les cordes, voyageant dans le tempo à la recherche de la note parfaite. Oh, on se détend, McFly. J'aime pas les bassistes. Moins ils ont de cordes, plus ils se la racontent. Et donc, t'es musicienne? Salut. Oui, je sais, je suis en retard parce que j'étais pas en avance. Merde, mais vous allez me lâcher, oui. Bon, je nous ai dégoté une petite chanteuse. Genre bon petit cul élevé en plein air, elle devrait pas tarder. Elle est déjà là et personne me dit rien. Naoko, t'as entendu ce que je viens de dire? Ouais, le petit cul, il est pas sourd. Mais attends, Naoko, qu'est-ce que tu fais? Je me tire. Mais enfin, c'est bête! On accrochait bien tous les deux! Laisse-moi te raccompagner au moins! Pas la peine, je me raccompagne toute seule. Attends. Et si je te disais que mon 06, il commence par 07? Lâche l'affaire, qu'elle se casse. Bon, Paul, t'es gentil, mais si c'est ça le groupe dont tu m'as parlé, Peroxydman à la guitare et Karl Lagerfeld à la basse, je crois que ça va pas le faire. Putain, les mecs, mais je le crois pas. Ça fait des mois que je cherche une chanteuse sur Midzik. Et pour une fois que j'en trouve une qui accepte de se déplacer jusqu'ici, vous faites tout foirer avec vos conneries. Je m'inscris en faux. C'est toi qui as été vulgaire en parlant de son cul. Moi, je voulais juste la piner, comme les autres. Mais attends là. C'est moi le chanteur! Ben plus maintenant. What the fuck? Mais pourquoi? On est mauvais, c'est ça? Pire que ça, mec. En réécoutant notre dernière répète, j'ai vomi. Oh, mais comment je vous ai ken, sérieux? Si je devais me vexer à chaque fois qu'un zikos me drague. Ouais, bande de couilles. On s'y met ou on se la touche? Attends. C'est moi Peroxydman?
comment tu peux me faire ça? Je suis le chanteur, fuck! Le leader du groupe, c'est moi! Doudou, c'est dégueu. Les mecs, j'ai fait le bilan de notre situation. Nos compos, c'est de la merde. On fait que des reprises. Nos reprises, c'est de la merde. Y a personne à nos concerts. Et en plus, on fait jamais de concerts. Avec Naoko, je fais avancer notre carrière. Vous ne me faites pas confiance, c'est ça? Mais C'est non, mec, c'est pas qu'on a pas confiance. C'est qu'on préfère pas te confier la carrière du groupe. Tu vois. Oh putain. Attends, comme ça c'est sûr, tu vas comprendre. Cette voix là. De quoi tu parles? Exactement. C'est de cette voix dont je te parle. T'as une voix de ténor, de baryton même. Tu comprends? Ta voix elle est trop belle pour être exposée si frontalement au public. Baryton? C'est pas un poisson ça? Tu sais quoi? Quand je te vois là avec ton look de surfeur parisien, je me dis qu'il faut que tu sois dans le noir, à l'arrière. Hein? Mais si, réfléchis. T'es le frontman de derrière, Doudou. Le leader des chœurs. Ah ouais, tu crois? Paul, on n'a pas besoin d'une chanteuse. Non mais regarde-la. Elle est en train de sniffer les micros et de mettre ses doigts dans les prises jack. Elle est juste... Elle prend ses marques. C'est comme ça les grands artistes. Tu sais, Jimi Hendrix il prenait un bain de raisin tous les matins. Je crois pas que Jimi Hendrix... Les gars, j'ai eu la révélation. Hier soir, j'étais au bout du rouleau. Et quand je... Mec, tu veux qu'on en parle? Mais non, Doudou, je te parle du bar, le bout du rouleau. Ah. Elle chantait seule sur scène. Après ça, on a causé, elle m'a dit qu'elle cherchait un groupe. Et on est un groupe, bordel! C'est du win-win! Paul, je crois que t'as pas compris. Y a pas de win-win. Pour nous, c'est no-go, ok? Maintenant, tu te démerdes, tu vas lui dire qu'on veut pas d'elle. Moi, je vais me faire un petit KO et m'installer tranquillou dans le canapé. Doudou! Le leader des chœurs, mais carrément. Naoko! Ça va? Tout va bien? Les micros sont bons? Dis, c'est quoi leur problème à tes potes là? J'ai l'impression qu'ils veulent pas de moi. Mais non, ils t'adorent! Bah voilà! Bienvenue dans le groupe! T'as une bande démo, Nico? Naoko. Sur soundcloud.com/NAOKOR4IN-B0W. Avec mon nouveau smartphone, on aura un super son. Et avec la 4G, je vais nous télécharger ça en 2 secondes. Et merde! C'est quoi le souci? J'ai une seule barre de 4G, putain! C'est la misère ton garage! Attendez, je vais vers la fenêtre, ça captera mieux! Alors? T'as déjà chanté dans un groupe? Non, mais j'ai fait un opéra il y a 2 ans. On a fait une tournée. J'avais un rôle muet. Pas forcément. Allez, bordel! Et si je grimpe là-dessus? Yes! 2 barres! J'ai monté un spectacle de slam sur des textes de Freud. Freud! Freddie Mercury! Putain, j'adore les Doors! Should I stay or should I... Slam. Non mais on te parle de vraie musique, Naoko. J'ai aussi chanté The Crack in the Sky en verlan pour une scène d'un film. Ah, Pink Floyd? Intéressant. Bon, la scène a été coupée au montage. Ça y est, j'ai 3 barres! Ça short, ça! Oh! Non, mais sinon, les gars, vous savez, je suis une chanteuse. Je peux chanter. Genre là, maintenant. Mais ouais! Pardon, c'est les bulles. Bon. 2 secondes, je suis juste en train de plugger ma carte son sur ma console. J'envoie les inputs en auxiliaire, je démute le master bus et on est bon, Raymond. Trop stylé cette meuf. J'y crois pas. Le coup de l'effet pour camoufler le manque de talent. Mec, t'es le Jean-Michel Jarre de la basse. Attends, chez moi, l'effet c'est un outil et non un but. Bon, les gars, on se concentre 2 minutes là? C'est lui! Non, c'est pas moi. Naoko, c'est bon? T'as tout ce qu'il te faut? C'est nickel. Bon, j'ai pensé qu'on pourrait se faire une petite reprise pour se chauffer pépère. Naoko, tu connais quoi? Incense and Peppermints de Strawberry Par Alarm Clock. exemple, ouais. Je pensais plutôt à un truc du genre Let It Be. Les Beatles! Que ce soit bien clair entre nous, les icônes, Moi, je les brûle. Putain, mortel l'effet. Elle est pas sérieuse, quel musicien n'aime pas les Beatles? Moi. Oh, Nyuki! Ça nous fait un point commun! Naoko. On se fait un petit smash de Nirvana, à moins que ce soit trop scandaleux pour toi, Naoko. Non, Kurt, il s'est suicidé, ça je respecte. Ah non, 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 Smells avec du piano, vous plaisantez? Bon, ok, on laisse tomber les reprises. Naoko, joue-nous un de tes morceaux, on te suit. Tiens, Raymond, vous êtes dans quel mood? Gotabilly, dance metal, anarcho-samba? Attends, Naoko, tu veux pas essayer un truc vraiment très simple? Je sais pas, moi, un bon vieux blues des familles. Désolé les mecs, je veux pas faire mon relou, mais je peux pas jouer du blues. Et on peut savoir pourquoi? Ce serait un manque d'authenticité de ma part. Le blues, ça vient des champs de travail des populations afro-américaines. Moi, j'ai pas bossé dans les champs de coton. Le coton, je le porte. T'es sérieux, là? Même Eddie Mitchell fait du blues. Je peux pas me permettre. Ok. Bon, je lance un truc, démerdez-vous. Stop! Attends, Paul! Excuse, mec, je suis con! Il me manque des cordes, regarde! Putain, Doudou, mais t'attends quoi? C'est bon, je suis prêt! Attends! Juste, en quelle tonalité on joue? Parce que, vous savez, c'est important, c'est moi qui lead. Pourquoi tu me regardes? Bah, je sais pas, t'en penses quoi? T'as une préférence? Je m'en branle, je suis batteur, en do, en sol, en la, en ce que tu veux, j'en ai rien à foutre de ta tonalité. Ok, keep cool, t'énerve pas, man. Allez, va pour le la, c'est ma note porte-bonheur. Bon, les mecs, je vais être honnête avec vous. Moi, je cherche un groupe, un vrai. Les amateurs, j'ai donné. Vous apprenez à jouer, vous me rappelez, ok? Allez, ciao. Ah voilà, ciao. Putain, les mecs! Oh non, Moi, je réussis à la faire venir jusqu'ici. Et vous, vous avez réussi à la faire partir? c'est de ma faute! J'aurais peut-être dû choisir le seul! Attendez, je suis sûr elle va revenir. Elle nous a déjà fait le coup une fois! Vous allez voir encore un peu! Maintenant! Oh.
fiancée fait demi-tour là. Elle et moi, on est connectés. Oh, elle me manque déjà.